Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en continuant la lecture de l'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. On en a enfin terminé avec le chapitre sur les inégalités économiques. On a vu qu'il n'existe pas en fait de justification morale aux inégalités. Mais ça n'empêche pas la droite, comme une partie de la gauche, d'exprimer cette position sans complexe un peu partout. La pensée conservatrice, à droite comme à gauche, qui ne peut concevoir de solution à un problème qu'avec la morale, cherche par tous les moyens à imposer sa vision biaisée de la réalité. Si les choses vont mal, c'est parce que les gens ne sont pas assez moraux. Les inégalités économiques et sociales ne sont pas le fait de mesures politiques et économiques défaillantes, qui n'ont aucune raison d'être, à part l'accroissement du pouvoir et des richesses de quelques-uns. Non, les inégalités, selon eux, sont le fruit d'une défaillance morale des plus défavorisés surtout. Si l'État en fait adopte une telle idéologie, il va préférer mettre ses ressources dans la production d'une hégémonie qui met en valeur cette idéologie plutôt que de mettre ses ressources dans des mesures égalitaires. Il transforme en fait toutes les institutions en campagne de publicité pour son ordre moral et espère que cette stratégie va résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors on a déjà donné les chiffres sur la situation dans la première vidéo sur ce chapitre, pour voir un peu l'état des inégalités en France, du coup pas besoin de revenir dessus. Et en fait là, tout ce qu'on va faire, c'est examiner comment l'État essaye de répondre à cette idéologie moralisatrice qui en fait ne fonctionne que dans l'intérêt des riches. Tout le chapitre sur les inégalités économiques, c'était sur les tentatives intellectuelles de justifier les inégalités parce que c'est ce qui profite aux riches. Ça les arrange en fait que les inégalités dont ils bénéficient sont morales. Ça signifie en fait qu'on n'a pas le droit de les critiquer ou de les remettre en question. On a vu que cette démarche moralisatrice ne fonctionne pas parce que aucune de ces justifications ne marche, elles sont toutes fallacieuses, mais les chiens de garde de l'État ont d'autres stratégies à part les tentatives intellectuelles de justifier les inégalités par leurs pseudo-experts. Aujourd'hui, on va parler d'une autre stratégie qui est faire revenir la morale à l'école. Ce chapitre va être un résumé en fait d'un livre qu'Augien a publié en 2012 qui s'appelle « La guerre aux pauvres commence à l'école ». Et la thèse est simple, il s'agit d'une autre tentative de justifier les inégalités, mais cette fois pas par le débat public, mais dans les écoles. L'État en fait cherche à convaincre les enfants et leurs parents que si les pauvres sont pauvres, c'est un peu leur faute. Et ce qui peut être alarmant pour Augien, c'est que c'est un projet qui se trouve exprimé à droite, surtout, mais qui se trouve aussi exprimé à gauche, alors que la gauche est censée être le camp politique qui ne stigmatise jamais les pauvres. Quand c'est la droite en fait qui le fait, et qui se plaint de l'effondrement moral et tente de réintroduire la morale dans les écoles, on se dit ok, ça nous étonne pas, c'est la droite. Mais quand c'est la gauche qui s'y met aussi, là il y a peut-être une hégémonie qui s'installe vraiment. D'autant plus que c'est un projet qui ne date pas d'hier. Ça fait plus d'un siècle maintenant que tous les ministres de l'Éducation nationale en France militent pour faire réintroduire la morale à l'école. La seule exception, c'était la période qui a suivi mai 68. En 68, après les événements du mois de mai, la morale a disparu de l'enseignement des écoles. Ceci est dû à un désenchantement concernant cet enseignement. On dénonçait son hypocrisie et son instrumentalisation politique. Pour reprendre l'expression de l'historien Jean Baudreau, lorsqu'on espérait le progrès social et moral par la démocratie, on a eu les guerres mondiales, la crise économique des années 30, le régime de Vichy, la colonisation, etc. Ceci a fait en fait que les enseignants ont arrêté de croire en cette morale qu'ils étaient chargés d'enseigner et que la société civile est devenue trop critique et méfiante des institutions. Vous trouverez en fait cette référence de Baudreau dans l'article de François Béguin, qui est mentionné dans la note 1. Alors l'article il s'appelle 1882-2012, l'éternel retour de la morale à l'école, publié dans le journal Le Monde en 2012. Alors il trace en fait les tentatives de réintroduire la morale à l'école après 1968. La suppression en fait a duré que 10 ans. Dès les années 80, en fait, les projets de réintroduire la morale à l'école sont revenus. Béguin dit que en 2085, la première tentative est faite par le ministre de l'Éducation, Jean-Pierre Chevènement. Il n'appelait pas ça enseignement moral, mais instruction civique, pour permettre à l'élève de devenir un bon citoyen, un patriote, avec un apprentissage obligatoire de la Marseillaise, etc. Puis en 1995, il y a la tentative de François Bayrou. En 1999, Claude Allègre et Ségolène Royal. Et en 2008, c'est Xavier Darcos qui remet en fait le terme moral dans le programme. Il s'agit maintenant d'une instruction civique et morale pour les primaires en leur apprenant par cœur des maximes illustrées et expliquées
par l'enseignant, comme par exemple la liberté de l'un s'arrête quand la liberté de l'autre commence, ne pas faire à autrui ce que je ne veux pas qu'il me fasse, voilà. Et il y a aussi des prises de conscience des droits et des devoirs dans ces programmes. C'est un programme qui a été soutenu par Nicolas Sarkozy durant sa présidentielle en déclarant la nécessité des valeurs morales à l'école et l'enseignement pour apprendre aux jeunes les valeurs de la République, la politesse et le respect. Donc que des personnalités dignes de confiance jusqu'ici, hein, et qui peuvent se permettre de nous donner des leçons de morale. En 2011, le 31 août plus exactement, c'est Luc Châtel qui demande que la morale soit enseignée le plus possible à l'école pour, je cite, aider chaque élève à édifier et renforcer sa conscience morale dans des situations concrètes et en référence aux valeurs communes à tout honnête homme. Et puis enfin, le 29 août 2012, c'est Vincent Peillon, ministre de l'Éducation en 2012, membre du PS, qui a proposé un programme de réintroduire la morale à l'école en espérant qu'une instruction morale à l'école va transcender le clivage droite-gauche. Parce que oui, parce que pour Pélan, je crois que c'est Pélan, je crois que ça se prononce Pélan, c'est connu en fait, voilà, le clivage droite-gauche, c'est juste parce qu'on n'a pas eu l'instruction morale à l'école. Voilà. Le plus étonnant, c'est que cette instruction, elle continue d'essayer de s'imposer et de s'implanter, alors que ça fait un siècle que toute tentative d'appliquer ce projet se solde par un échec. Et pour Augien, en fait, ces échecs, ils sont pas accidentels. Hein. Le retour de la morale à l'école ne peut pas marcher pour trois raisons surtout. Ce sont des projets autoritaires, complètement inadaptés dans leur forme à l'évolution de nos sociétés, et confus du point de vue du contenu philosophique. Voilà, donc ils sont autoritaires, obsolètes et confus. Et on va voir pourquoi. Alors commençons avec le côté autoritaire de ce projet. Par autoritaire ici, on veut dire que l'État n'est plus neutre sur les questions éthiques. Et on va voir pourquoi. L'absence de neutralité éthique de l'État conduit à de l'autoritarisme. La neutralité de l'État, en fait, en termes d'éthique, ne signifie pas que l'État ne doit pas se préoccuper des questions éthiques. Plutôt, il s'agit de savoir quelles questions peuvent être l'affaire de l'État et lesquelles ne le sont pas. Ici, Augien nous dit qu'il est important de faire la distinction que Kant déjà a faite concernant l'éthique. Dans l'éthique, en fait, on parle de deux choses différentes. On parle du juste et on parle du bien, qu'il ne faut pas confondre avec la distinction entre le juste et le moral. Dans le chapitre précédent, on a donné en fait des cas où la justice et la morale peuvent être deux choses séparées. Mais le bien ne veut pas forcément dire ce qui est moral, comme on l'a expliqué récemment. Comme dit Augien, la question du juste concerne nos rapports aux autres. Dans quelle mesure sommes-nous respectueux, équitables, etc. La question du bien est différente. Elle est celle de savoir ce qu'on va faire de soi-même, du style de vie qu'on veut mener, du genre de personne qu'on doit être, des ingrédients de la vie bonne ou heureuse. Donc voilà, ça paraît clair, hein. Le juste, c'est ce qui concerne mon rapport à autrui, tandis que le bien, ça ne regarde que moi. Quand on a parlé de la distinction entre la justice et la morale la dernière fois, dans les deux cas, en fait, ça concernait mon rapport à autrui. On a dit qu'il est juste d'abandonner, par exemple, un accidenté devant un hôpital s'il a causé son propre accident, contre toutes nos mises en garde, mais qu'il est immoral de l'abandonner. Donc la justice et la morale, les deux, c'est mon rapport à autrui. Or, ici, le juste et le bien, ou alors le juste et le moral, hein, si par moral on veut dire le bien, c'est comme on l'a dit, l'un concerne mon rapport à autrui, l'autre mon rapport à moi-même. Normalement, en fait, ça devrait être évident lequel du juste et du bien, soit, en fait, c'est évident, en fait, lequel des deux devrait être la préoccupation de l'État et lequel ne le devrait pas. L'État, en fait, n'a pas à te dire, et encore moins t'imposer, un modèle de vie. Il doit juste en fait s'assurer que tu traites les autres respectueusement et équitablement et que tu n'exploites pas, que tu ne persécutes personne, que tu ne tentes d'éliminer personne, etc. En gros, en fait, le juste, selon Augien, c'est d'éviter les trois gros mots qu'on a listés dans le chapitre sur la domination. Et on a vu que pour éviter ces trois mots, persécution, domination, élimination, il faut en fait un égalitarisme économique d'un côté et que, puisqu'en fait les actions de l'État se limitent que à ça, ça implique aussi un ordre moral libertaire. Une société juste est une société en fait égalitaire économiquement et libertaire
moralement, et où personne ne souffre de ces trois maux, exploitation, persécution, domination, élimination. Voilà en fait, tout simplement. Si l'État va au-delà de son domaine qui est le juste, et entre dans le domaine du bien, alors là, il se met à imposer aux gens des valeurs ou des modèles de vie qui ne les intéressent pas forcément. Tant qu'ils ne nuisent à personne, il n'y a pas de raison de vouloir mobiliser les ressources des institutions dans le domaine du bien en fait. Mais c'est ce que le conservateur cherche à faire. L'institution publique que cette idéologie vise, c'est l'école. On peut trouver ça évident que l'école doit fournir une éducation civique. Mais de quel civisme parle-t-on ? Si on veut une société démocratique, pluraliste et laïque, l'éducation civique aurait comme objectif d'enseigner le fonctionnement des institutions politiques dont le but est d'éliminer les injustices sociales et de protéger les libertés publiques. Donc, le domaine du juste. L'école te dit, on a telle ou telle institution, voilà comment elle fonctionne, voilà son objectif, c'est d'éliminer ou d'empêcher les injustices et protéger les libertés publiques par tel et tel moyen. Elle empêche en fait que nos libertés soient limitées, qu'on soit victime d'une exploitation ou de persécution, qu'on a une vie digne sans misère, quoi. Protéger en fait la liberté, c'est un objectif essentiel des institutions. Quand on parle de protéger les libertés publiques, c'est dans un contexte pluraliste. Les gens vivent leur liberté en exprimant leurs valeurs, leurs opinions, leurs convictions, leurs croyances, etc., comme ils le veulent, tant qu'ils ne nuisent pas aux autres. C'est un élément essentiel pour une vie digne, d'être libre d'adopter en fait le modèle de vie qu'on souhaite. Mais ceci implique un pluralisme des valeurs, des croyances, des opinions. On a en fait des conceptions du monde qui divergent, et chacun a le droit de s'en tenir à la conception qu'il veut. Du coup ici, lorsqu'on parle du rôle d'une institution à protéger en fait les libertés publiques, on parle d'institutions qui garantissent ces droits. L'école ici sert à transmettre des connaissances pour faire coexister ces différentes conceptions, pour que personne en fait n'empêche quelqu'un d'autre de jouir de sa liberté, de croire en ce qu'il veut, tant qu'encore une fois, il ne nuit à personne. Il s'agit donc de respecter les autres et les styles de vie qu'ils ont choisis ou qu'ils adoptent. La seule règle à respecter, c'est que ces styles de vie ne causent pas de tort à autrui. L'État en fait et toute institution étatique ne peut t'empêcher d'adopter un certain style de vie ou conception du monde que si et seulement si elle cause du tort à autrui. On a plusieurs fois parlé de ce qui constitue un tort pour Ogien, donc ce n'est pas l'offense mais le préjudice. Si l'école protège tes libertés, c'est la liberté des préjudices qu'elle défend. Okay ? Elle veut que tu sois libre des préjudices, pas des offenses. Être libre, c'est dans le sens négatif ici. Je suis libre du préjudice, c'est-à-dire j'ai le droit de mener une vie sans préjudice. En revanche, l'État n'offre aucune protection face à l'offense et on a déjà expliqué pourquoi. L'école doit protéger les élèves musulmans du harcèlement, du bullying, des humiliations, des menaces, des insultes, des attaques physiques, des stéréotypes, etc. Mais pas vraiment de Charlie Hebdo ou de la liberté d'expression, même si on juge que c'est de très mauvais goût. Bref, tant que l'école se limite à enseigner un savoir éthique du domaine du juste, c'est-à-dire du vivre ensemble finalement, du rapport à avoir envers les autres, alors l'école, comme institution étatique, elle est neutre. Puisqu'elle n'impose aucune règle éthique autre que la non-nuisance, puisqu'elle n'impose pas de conception de la vie bonne ou comment chacun doit se comporter envers lui-même, elle n'impose aucun contenu subjectif, et donc on peut dire que l'école est neutre. L'école n'est pas là, par exemple, pour te dire qu'il faut être un épargnant raisonnable et pas un flambeur, quoi, ou un hétérosexuel engagé dans un projet familial et pas en fait un échangiste bisexuel qui n'a pas l'intention de se fixer, ou une espèce de lefto qui essaye d'en faire le plus possible et pas un leftard qui essaye d'en faire le moins possible. Pareil en fait avec les choix de carrière. L'école comme institution transgresse sa neutralité si elle te dit tu dois être un chercheur tout le temps enfermé dans un laboratoire et pas un aventurier des mers ou un artiste, etc. Toutes ces questions relèvent de la vie bonne en fait. Et ça, c'est purement subjectif. Il n'y a pas de modèle de vie bonne unique qui doit être enseigné ou promu ou imposé par des institutions étatiques. Leur domaine en tant qu'institution neutre, c'est le juste, ce n'est pas le bien. Si elle franchit cette ligne et qu'elle commence à vouloir standardiser les modèles de vie ou les valeurs, alors elle est autoritaire. Bref, le rôle de l'école, ce n'est pas d'enseigner le sens de la vie, parce que ça ne s'enseigne pas, du moins pas par une institution politique détentrice d'un grand pouvoir politique, et qui se doit
d'être neutre, c'est à chacun en fait de décider du sens de sa vie tant qu'il ne nuit pas aux autres. De décider en fait des valeurs ou des conséquences morales qu'il veut adopter pour lui-même. Si par exemple vous considérez comme Kant que la masturbation est un manquement à la morale, aussi grave que le meurtre, ne vous masturbez pas. Mais n'allez pas en fait jouer les témoins de Jéhovah en disant aux autres que c'est mal de se masturber. En fait, l'État doit traiter la morale comme il traite la religion. Comme la laïcité promeut la diversité des cultes et des religions, l'État en fait s'abstient d'officialiser une religion ou d'en imposer une, ou en promouvoir une plus qu'une autre, il doit faire de même avec la morale. Il doit promouvoir en fait un pluralisme moral comme il promeut un pluralisme religieux. Comme on a en fait une liberté de culte, on a aussi une liberté de vivre selon la morale qu'on veut, tant qu'on ne fait pas de mal à autrui. Comme l'État est neutre sur la question des croyances religieuses, il doit aussi être neutre sur la question de la morale. Puisque l'État n'a pas en fait le droit d'imposer à une famille d'élever ses enfants selon une certaine religion, il n'a pas non plus à imposer à une famille d'élever ses gosses selon une certaine conception de la morale, ou une vie bonne, parce que c'est des sujets où il n'y a pas d'unanimité justement dans ces sujets. Et surtout, si en plus, ça ne fait de mal à personne en fait. Donc voilà, pourquoi est-ce que tu vas aller imposer à quelqu'un un modèle de vie alors que le modèle de vie qu'il a ne fait de mal à personne, quoi, voilà. Donc plus généralement, sur tout domaine où il n'y a pas d'unanimité, l'État n'a pas à s'en mêler. Les questions philosophiques et esthétiques également. L'État n'a pas à te dire c'est quoi le beau, hein, il n'a pas en fait à choisir une certaine position métaphysique et l'imposer à tout le monde, il laisse ça en fait juste aux gens d'en décider. Pareil pour la morale. Il n'est pas là en fait, il n'a pas à nous dire par quelle valeur on doit vivre ou c'est quoi la vie bonne. Il ne s'en mêle que lorsque quelqu'un commet un tort à autrui. On est supposé reconnaître qu'il n'y a pas d'unanimité sur le point de savoir comment chacun doit vivre sa propre vie du moment qu'il ne nuit pas aux autres. Donc voilà, ça c'est un peu la base du libéralisme politique. C'est John Rawls qui le définit dans son livre Le libéralisme politique comme le moyen de spécifier les termes équitables de la coopération sociale entre les individus, les citoyens libres et égaux, mais profondément divisés par des doctrines religieuses, philosophiques et morales. Le libéralisme politique ne doit pas reposer sur une doctrine morale, philosophique ou religieuse particulière, mais cherche plutôt une conception politique de la justice qui peut être approuvée en fait par un consensus qui permet la coexistence des doctrines différentes par lesquelles vivent les citoyens. Ces doctrines, selon Rawls, doivent être raisonnables, c'est-à-dire qu'elles ne nuisent pas aux autres. Elles peuvent en fait présenter, promouvoir et même défendre une conception du bien ou de la vie bonne, mais elles ne doivent pas influencer les décisions prises dans les institutions politiques et de justice. Le rôle des institutions, c'est de garantir que chacun a les ressources et la liberté de jouir de sa propre conception de la vie bonne. Le rôle, c'est de fournir une base de justice pouvant être partagée par des citoyens aux visions du monde différentes. Donc un État qui va à l'encontre de ce principe, s'il commence à agir comme s'il y a en fait une unanimité ou une vérité prouvée dans le domaine, dans un domaine qui est principalement subjectif, où n'a pas de consensus ou d'unanimité, c'est de la tyrannie. C'est une infraction au principe de neutralité éthique de l'État. Par contre, là où il y a un problème, c'est que le principe de neutralité éthique de l'État, qui devrait être aussi évident que la neutralité religieuse de l'État, donc la laïcité, contrairement à celui-ci, lui, il ne semble pas faire d'unanimité, même parmi les défenseurs du libéralisme. Et c'est un peu ça, en fait, qui est fou, d'ailleurs. Le principe objectif dans l'éthique, celui sur lequel tout le monde peut être d'accord, c'est-à-dire la non-nuisance, lui, il ne fait pas l'unanimité, mais par contre, les principes subjectifs de la vie bonne, des bonnes mœurs, tout ça, là, vraiment, c'est la fête. Ça s'impose et ça s'exprime sans complexe, sans la moindre retenue. Bref, on peut tout simplement résumer la position d'Augien comme suit. Ce que l'État doit éviter, c'est la tentation perfectionniste. Il doit se garder de toute tentation à promouvoir un idéal de la vie bonne, même si cet idéal est l'autonomie personnelle.
L'État en fait ne doit pas se croire qu'il a une mission de perfectionner l'être humain, mais de s'assurer que l'humain vit dans une société juste, égalitaire et libertaire. Si vous suivez par exemple John Rawls, même si on a vu des problèmes dans sa philosophie, elle a le mérite d'éviter cette tentative perfectionniste. Dans la note 3, Augien mentionne encore une fois la théorie de la justice de John Rawls, chapitre 5, sur la partie de le principe perfectionniste, le principe de perfection. Rawls, il fait sortir la perfection, hein, il fait dégager en fait la perfection du principe de justice. Ce n'est pas que la perfection ou l'excellence doit être interdite, ou que toutes les activités et les valeurs morales des personnes sont égales, hein, ils sont égalitaires, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Rawls, en fait, il sait que certains domaines, comme par exemple les sciences, les arts, la culture, il demande une excellence et on reconnaît en fait la valeur de quelque chose selon son degré de perfection. Plus un musicien perfectionne son art, plus il est valorisé par rapport à des musiciens amateurs ou qui jouent mal ou moyen. Pareil dans la recherche scientifique. Il y a un certain niveau d'excellence qu'on demande, parfois même d'intelligence, et même une excellence au niveau du caractère moral. Hein. On estime qu'être rigoureux dans sa méthodologie, respecter la méthode scientifique, ne pas manipuler les données pour qu'elles aillent en fait dans le sens de nos opinions, ce sont des valeurs morales. Mais pour Rawls, ces critères d'excellence ne peuvent pas être imposés par les institutions de justice. Le principe de perfection reste un principe parmi d'autres en fait, qui sont tout aussi valables, comme par exemple le respect des libertés. Si les institutions l'imposent, elles le feront aux dépens de ces autres principes. Par exemple, si vous avez un idéal de l'excellence religieuse, mais cet idéal demande énormément de sacrifices et de limites à la liberté, si vous voulez utiliser la coercion pour obliger les autres à se conformer à cet idéal, vous jetez le principe de liberté. C'est ce qu'on peut reprocher à certains philosophes comme Nietzsche, Socrate ou Goethe, pour qui en fait les hommes ont l'obligation de se dépasser et produire des hommes meilleurs et supérieurs. Ainsi pour eux, toutes les ressources de la vie, doivent servir l'excellence, et tant pis pour certains si ça nous coûte cher. C'est pareil aussi pour la variante la plus modérée de ce principe que donne Rawls, et qui s'inscrit dans la tradition aristotélicienne. C'est une version qui dit que les idéaux de perfection sont relatifs et dépendent des besoins culturels. Ici, les Grecs peuvent justifier l'esclavage si cette pratique est nécessaire aux idéaux de perfection qu'ils veulent réaliser dans le domaine de la philosophie, de la science ou dans les arts. On peut utiliser ce principe de perfection comme contrepoids aux idéaux égalitaristes ou les idées de redistribution des richesses. On peut aussi sacrifier la liberté si cette liberté ne nous rend pas meilleurs en fait, y compris la liberté de religion et de culte. Même entre croyants, il y aurait une manière excellente de croire et de prier, et ça va partir en fait dans des conflits sur la pratique religieuse réelle, et tout le reste, ça va devenir des hérésies. Du coup, pour Rawls, le principe de perfection, il a des implications autoritaires parce que déjà, il ne peut pas faire de consensus. Dans les questions de justice, on essaye toujours d'implémenter des principes qui regroupent les intérêts du plus grand nombre. Un principe comme la perfection va varier selon les intérêts des gens, et donc ne peut pas être un principe de justice. Chaque groupe, dans une société, aura une idée différente de la perfection selon ses intérêts. Du coup, prendre en fait ce principe comme un principe de justice signifie qu'on va traiter tous les groupes selon l'idéal de perfection d'un seul groupe. Et donc ce n'est pas viable, selon Rawls. Un principe plus rationnel dans le domaine de la politique ou de la justice serait un principe fondé sur le besoin au lieu de l'idéal comme l'excellence. Répartir en fait les richesses selon les besoins est plus juste que selon l'excellence par exemple. Même si on veut faire la corrélation entre bien-être et excellence comme le font les Grecs, ça ne suffit pas à faire de l'excellence ou le bien-être d'ailleurs un principe de justice. Pour Rawls, les principes de la justice ne mentionnent pas le montant ou la répartition du bien-être, mais se réfèrent uniquement à la répartition des libertés et des autres biens premiers. Mais on a dit, voilà, et d'ailleurs on le redit encore, le fait que la perfection n'est pas un principe de justice ne signifie pas que les jugements de valeur n'ont pas de place importante dans les affaires humaines. On n'est pas en train de dire que toutes les cultures se valent, ou qu'il n'y a pas en fait
à dire telle personne ou telle activité est supérieure ou meilleure que telle. Plutôt, en fait, ces jugements de valeur seront faits selon un autre principe, qui est celui, en fait, de la libre association. La théorie de la justice, comme équité de Rawls, n'exclut pas, en fait, la reconnaissance de valeur de l'excellence, mais celles-ci, en fait, seront réalisées dans les limites de ce principe. Ça veut dire que les personnes s'associent pour développer leurs intérêts artistiques et culturels de la même façon qu'elles forment des communautés religieuses, par exemple. Elles n'utilisent pas en fait l'appareil coercitif de l'État pour obtenir une plus grande liberté ou une plus grande part dans la répartition, sous prétexte que leurs activités ont davantage de valeur intrinsèque, même si c'est vrai. Donc, rejeter le perfectionnisme en faveur d'une égalité des libertés ne présuppose pas que les fins des différentes personnes aient la même valeur intrinsèque, ni que leur liberté ou leur bien-être aient la même valeur, ou que leurs activités et leurs réalisations possèdent une égale excellence. Donc si on suit Rawls, on peut s'accorder sur ce qui constitue une vie juste, c'est-à-dire en quoi se constituent des rapports équitables entre des citoyens, mais on va être en désaccord sur la vie bonne. On est tous d'accord pour dire qu'il faut traiter les autres équitablement et éviter de leur causer du tort. Mais comment vivre? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Ça va dépendre des points de vue, ça va dépendre des expériences et des vies de chaque individu. On ne peut pas y avoir en fait de consensus sur le style de vie personnel, par exemple. Certains vont préférer un style de vie plus ou moins individualiste, alors que d'autres vont préférer un style de vie traditionnaliste. Certains préfèrent une vie plus ou moins orientée vers la carrière, le plaisir, le loisir, le confort matériel, la vie de famille ou de communauté, etc. Selon les Rawlsiens, donc ceux qui suivent Rawls, il y a 3 catégories de raisons de limiter l'accord sur ce qui est juste et pas essayer de trouver un accord sur ce qui est bien. Voilà, il y a les raisons, voilà, Ocean il les donne. Premièrement, sociologique ou historique. Ces idéaux sont de fait trop divergents dans les sociétés modernes pluralistes. Deuxièmement, physique et psychologique. Ce qu'est une vie bonne dépend de la constitution naturelle de chacun et cette dernière est variable. Troisièmement, conceptuel. Il existe des difficultés intellectuelles propres au débat sur ce sujet particulier qu'est l'éthique, et c'est pourquoi nos idéaux de la vie bonne sont pluriels et appelés à le demeurer. Donc voilà, ces raisons sont données par Rawls dans le libéralisme politique. Ce sont les raisons qui font que les désaccords sur la vie bonne doivent être attendus dans une société pluraliste et que ces désaccords sont légitimes s'ils sont raisonnables. Ces désaccords, comme il dit, peuvent être dus à des idéaux qui sont trop divergents à cause de leur histoire et les cultures. Les gens, en fait, adoptent différents idéaux parce que leur environnement, leur entourage, leur expérience diffèrent. Ou parce que leur constitution physique et psychologique diffère. On n'a pas, en fait, les mêmes corps ou la même psychologie, du coup, ce qui va être mon idéal ne va pas forcément être le tien. Et enfin, parce que les idéaux sont des abstractions. Ce sont des concepts. Ils restent vagues et demandent une certaine interprétation ou sont parfois complètement opposés. Donc, en gros, il y a plusieurs idéaux, plusieurs conceptions du bien qui sont tout aussi valables les unes que les autres, tandis qu'on aurait du mal à identifier d'autres principes de justice sur lesquels la plupart des gens pourraient s'entendre à part la non-nuisance. Comme tous les idéaux de la vie bonne sont controversés, si l'État tente de donner l'avantage à un sur les autres, il imposera alors aux autres qui veulent vivre selon d'autres idéaux, il va leur imposer en fait de renoncer à ces idéaux sans fournir de bonnes raisons à ça. La seule raison valable de forcer quelqu'un à abandonner son idéal pour en adopter un autre, c'est uniquement si l'idéal qu'on le force à adopter ne causera pas de tort à autrui. D'accord ? Ok, pas parce qu'en fait, qu'on le force à adopter ne cause pas de tort à autrui, et si bien sûr en fait l'idéal que lui avait causait du tort à autrui, parce que c'est pas logique en fait si tu obliges quelqu'un qui a déjà un idéal qui ne fait pas de tort à autrui, tu l'obliges à renoncer à cet idéal pour en adopter un autre qui fait pas aussi du tort à autrui. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc il faut en fait que l'idéal qu'il ait déjà cause du tort à autrui. Il n'y a que dans cette situation-là où tu peux l'obliger à abandonner cet idéal-là pour un autre. À part ça, sur quoi est-ce que tu peux justifier cette obligation ? Donc, l'État obligerait, si en fait il imposerait en fait un certain idéal du bien, il obligerait un conformisme. On doit tous se conformer à un idéal qui n'est pas,
qui non seulement en fait il n'est pas vraiment le nôtre, on n'est pas d'accord avec, mais surtout qu'il n'est pas plus légitime qu'un autre. C'est ça en fait le problème. En faisant ça, en voulant imposer un consensus là où il ne peut pas y avoir de consensus, l'État risque de déstabiliser là où il y a un consensus, c'est-à-dire la justice. On ne serait plus en fait dans une société juste, sauf qu'en fait pas de bol pour l'État, ce qui assurait la stabilité de la justice, c'était bien le principe de justice minimaliste capable de mettre tout le monde d'accord et garantir un pluralisme pour que chacun puisse profiter de la vie qui lui semble la plus appropriée pour lui, qui lui correspond le mieux, quoi. Donc comme dit Augien, on peut aussi considérer que le principe de neutralité éthique de l'État implique non seulement le respect de la pluralité des styles de vie, mais aussi celui des doctrines morales d'ensemble. Voilà, c'est ce qu'on a dit pour la religion. La laïcité, c'est que l'État n'a plus le droit d'utiliser ou faire appel à la religion pour justifier ses actions. Il ne peut pas dire qu'il a appliqué telle ou telle mesure parce que c'est conforme à la Bible ou au Coran. Il ne peut pas en fait faire payer des amendes à quelqu'un ou le punir au nom d'Allah ou de Jésus. Ici, en fait, il serait en train d'utiliser un modèle de la vie bonne, la vie musulmane ou chrétienne, pour justifier pourquoi il faut punir cette personne ou pourquoi appliquer telle mesure ou ratifier telle loi, etc. Le principe de neutralité lui interdit ça. Il en va de même pour les doctrines morales. L'État ne peut pas justifier une action en faisant appel à l'utilitarisme ou à la morale kantienne ou la vertu aristotélicienne, etc. Comme il ne peut pas utiliser une doctrine religieuse particulière, il ne peut pas le faire pour les doctrines morales non plus. Il ne peut pas en fait dire « j'emprisonne telle personne au nom des doctrines de Kant ou d'Aristote ou de Jérémie Bentham ». Alors certes, cette conclusion d'Augien peut être un peu controversée, parce que déjà, s'il dit que l'État ne peut pas faire appel à la doctrine de Kant ou autre pour justifier son action, ça semble un petit peu contradictoire. Le fait que l'État doit limiter ses actions du domaine du juste, c'est déjà justifier ses actions selon une doctrine kantienne. Si l'État en fait limite ses actions au juste et qu'il refuse de ne pas intervenir dans la vie des gens lorsqu'il s'agit de questions de la vie bonne, il justifie ce refus en faisant appel à une doctrine kantienne. Même si Kant souhaitait que l'État fasse appel à sa doctrine pour promouvoir un modèle de la vie bonne, justement. Mais voilà, en fait, le fait de dire que l'éthique, c'est d'un côté le juste et de l'autre le bien selon Kant, et que l'État doit s'occuper que du juste, c'est déjà faire appel à une doctrine éthique de Kant. Du coup, cette neutralité de l'État se contredit un petit peu. D'autant plus que le juste que défend l'État, c'est le principe de non-nuisance qui est le principe de John Stuart Mill. Et ça, c'est une doctrine éthique aussi, non? Même si on dit que c'est une doctrine éthique qui est neutre parce qu'il s'agit en fait de l'éthique comme rapport avec autrui, on peut dire en fait qu'il peut y avoir plusieurs éthiques comme rapport avec autrui. L'idée qu'il s'agit en fait de la non-nuisance n'est pas forcément la seule manière de concevoir mon rapport avec autrui, et donc pourquoi celui-ci serait neutre, en quoi en fait la neutralité donnerait le feu vert à l'État de faire appel à une doctrine éthique, mais genre parce que c'est neutre, ça n'est plus en fait une doctrine éthique. Est-ce que Augien cherche juste à empêcher l'État de mettre en place d'autres conceptions du juste, la jugeant non neutre, pour que seule la sienne prenne l'avant de la scène? Genre, en quoi est-ce que la non-nuisance serait plus neutre que l'utilitarisme, que la déontologie ou le contractualisme comme conception du rapport avec autrui? On peut facilement concevoir des situations où l'État est en droit d'adopter des mesures utilitaristes pour justifier ses actions, et que ces actions ont causé un tort à autrui, mais que c'était nécessaire, comme par exemple torturer un terroriste pour savoir où il a planqué une bombe. Dans la déontologie et le contractualisme, on peut très bien se dire qu'avoir des devoirs envers autrui, qu'on a en fait des devoirs envers autrui, que l'État est en mesure d'imposer, même si le manquement de ces devoirs n'a créé de tort à personne. L'État peut intervenir même si je ne respecte pas un contrat légal, même si cette action de ma part n'a pas causé de tort à l'autre partie en fait. On peut juste dire un marché est un marché et ne pas tenir ses engagements mérite une sanction. Du coup, pourquoi est-ce que l'État ne peut pas prendre ces mesures concernant mon rapport avec autrui qui ne soient pas basées sur la non-nuisance? D'autres principes peuvent justifier le rapport avec autrui. Est-ce que l'État va contre sa neutralité éthique s'il est déontologiste ou utilitariste? D'autant plus que l'idée que l'État ne doit pas promouvoir une conception de la vie bonne, parce que
parce qu'il doit éviter en fait tout perfectionnisme n'est pas si évidente que ça. Plusieurs philosophes, même de gauche et libéraux, démocratiques et laïcs, voient une certaine nécessité dans le projet perfectionniste de l'État. Ils jugent en fait cette position d'abord en critiquant ce parallélisme entre la religion et la morale que fait Augien. Pour eux, l'État peut se permettre de promouvoir un idéal moral parce que la morale, c'est pas comme la religion. Du moins si cet idéal, c'est le libéralisme politique. L'idéal du libéralisme politique, c'est précisément l'autonomie personnelle. Il vise à créer des hommes autonomes, des hommes qui se gouvernent eux-mêmes. Et ainsi, en fait, la liberté implique automatiquement un perfectionnisme. Il est par essence, en fait, perfectionniste. Du coup, si l'État ne fait pas, en fait, la promotion de l'idéal de l'autonomie personnelle, il ne peut pas être un État libéral. En d'autres termes, les institutions étatiques ne seront pas libérales. Mais comme dit Augien, selon certains libéraux, le libéralisme politique est non seulement compatible avec une certaine forme de perfectionnisme moral, mais qu'il perdrait sa raison d'être s'il ne visait pas à promouvoir l'idéal de l'autonomie personnelle, ce qui est évidemment un programme perfectionniste. Donc, les libéraux perfectionnistes critiquent en fait cette neutralité éthique de l'État. Pour Joseph Raz, par exemple, qui est mentionné dans la note 7, la neutralité de l'État est une notion contradictoire. Dans son livre The Morality of Freedom, il dédie toute une section du livre sur l'anti-perfectionnisme. Et son argument, c'est que l'anti-perfectionnisme dit que l'État ne doit promouvoir aucune conception de la vie bonne parce que tous les États qui l'ont fait, c'était des régimes fascistes ou totalitaires. Mais cet argument pour Raz ne tient pas. Faire une distinction entre État perfectionniste et non perfectionniste est une fausse division parce qu'un État ne peut pas être non perfectionniste. Il y a juste en fait des États perfectionnistes autoritaires et non libéraux et d'autres perfectionnistes démocratiques et libéraux. C'est parce qu'un État ne peut pas s'interdire de promouvoir un modèle de vie bonne parce que s'il s'abstient en fait, alors ces modèles de vie bonne ne pourront pas fleurir en fait. Ce que dit Raz, c'est que laisser les gens se démerder pour avoir leur vie bonne, c'est juste impossible. Les conceptions de la vie bonne vont avoir besoin en fait du soutien de l'État pour exister. Par exemple, les traditions culturelles et artistiques ne peuvent pas survivre sans des fonds publics. Mais ces fonds sont gérés par l'État. C'est lui en fait qui organise des festivals ou des salons pour mettre en valeur ces traditions, les chants, les danses, l'artisanat d'une culture, etc. De toute mesure, donc en fait, toute mesure sans perfectionniste, puisqu'on utilise toutes ces mesures en fait. De telles mesures en fait sont perfectionnistes puisqu'on utilise l'action de l'État et les fonds publics pour promouvoir des styles de vie et des conceptions du bien. L'État donc, en prenant une position neutre et en refusant de financer les pratiques culturelles qui font la promotion de la vie bonne, il va participer à leur déclin en fait. Si les libéraux veulent que les gens aient la liberté de profiter des vies de leur choix, et que c'est pour ça en fait qu'ils demandent la neutralité de l'État, ils doivent comprendre que sans l'intervention de l'État, les gens n'auront pas les conditions nécessaires pour profiter de ces vies. Alors certes, puisque l'action de l'État est nécessaire pour le maintien des conceptions des vies bonnes, il va y avoir une sélection parce que l'État ne pourra pas disposer des ressources suffisantes pour promouvoir toutes les conceptions raisonnables du bien que les gens peuvent avoir. Certaines conceptions vont prendre la priorité sur d'autres, elles vont être jugées meilleures que d'autres par l'État. Mais ça ne veut pas dire que le perfectionnisme est incompatible avec le pluralisme. Il serait abusé si l'État prend des mesures pour favoriser une conception au-dessus des autres. Plutôt, il doit être sensible à un maximum de conceptions de la vie bonne et faire la promotion du plus possible. Et ceci n'implique pas de coercion non plus, puisque l'État le fait tout le temps. L'éducation, la santé publique, les mesures environnementales sont toutes des mesures pour promouvoir le bien-être des gens en se basant sur une conception de la vie bonne. Pourtant, on ne considère pas que les programmes scolaires ou la santé publique ou les mesures écologiques sont coercitives ou de la tyrannie. Sauf si vous êtes un libertarien qui est allé trop loin dans la connerie. Mais oui, lorsque l'État finance des universités ou des bibliothèques publiques, ce n'est pas pour donner des options neutres aux gens, mais parce qu'ils considèrent qu'une vie bonne est une vie où les gens ont accès au savoir et où on se développe intellectuellement, etc.
Quand on finance en fait des campagnes de sensibilisation par de l'argent public pour les gens, pour que les gens en fait font plus attention à leur santé, genre des campagnes anti-tabac ou pour être plus sensibles à l'écologie ou aux droits des personnes de minorités ethniques ou LGBT, bah, ce n'est pas de la neutralité. D'ailleurs, c'est très drôle en fait lorsqu'on voit les conservateurs dénoncer l'utilisation de l'argent public pour des campagnes de sensibilisation, en se lamentant qu'en faisant ça, l'État n'est plus neutre et qu'il se doit d'être neutre et de ne rien en fait nous imposer, mais ils font tout pour imposer la morale à l'école et influencer en fait les candidats politiques avec leurs croyances religieuses, etc. On veut en fait que l'État soit perfectionniste quand il s'agit de promouvoir nos idéaux, mais neutre quand il s'agit de promouvoir ceux des autres. Mais bref, pour Raz, l'État n'est jamais neutre. Tout ce qu'il fait n'a de sens que si c'est pour promouvoir un idéal de comment nos vies doivent être menées. Donc la neutralité de l'État est contradictoire et impossible à maintenir. Ainsi, il ne peut pas y avoir, comme le dit Augien, une distinction entre le juste et le bien. Les deux vont ensemble. Un État ne peut pas être juste en étant neutre, sans avoir en fait de conception du bien à promouvoir. Alors, Augien ne va pas vraiment adresser ses critiques. Concernant en fait la première critique, celle de pourquoi la non-nuisance serait le seul principe neutre de justice et pas d'autre, bon, celle-là ne figure pas dans le texte d'Augien, c'est moi qui l'ai ajoutée parce qu'elle me semble une critique évidente. Pourquoi est-ce que l'État prendrait que la non-nuisance comme principe de mon rapport avec autrui? Pourquoi pas la déontologie, l'utilitarisme ou le contractualisme? Est-ce qu'on peut en fait accepter de nuire à quelqu'un si les conséquences sont bénéfiques pour le plus grand nombre? Est-ce qu'on peut en fait répréhender quelqu'un qui a manqué à son devoir envers autrui sans avoir causé de nuisance à autrui? Bah, Augien peut répondre en disant que, bien évidemment, la non-nuisance ne peut pas être un principe absolu, quoique ça va être très difficile en fait de condamner quelqu'un qui n'a pas causé de tort aux autres. Mais il y a des cas où nuire à quelqu'un peut être justifié. Mais sanctionner quelqu'un alors qu'il n'a causé de tort à personne, ça va être très 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 compliqué. À moins que la personne en question accepte d'être sanctionnée, mais sinon, porter plainte contre quelqu'un qui n'a pas en fait respecté un contrat alors que ce non-respect n'a engendré aucun dommage à qui que ce soit, bah, l'État en fait va juste... L'État en fait il devrait juste dire bah, faut gérer ça entre vous les gars. C'est ça en fait que dit Augien, c'est les ressources de l'État ne doivent pas être mobilisées là où il n'y a pas eu de préjudice en fait. Si tu considères que ça ne se fait pas que quelqu'un n'a pas tenu sa promesse, juste que ça ne se fait pas, tu as subi 0 dommage, tu dis voilà, ça ne se fait pas de ne pas tenir ta promesse, même si en fait on ne pas en brisant en fait cette promesse, je n'ai subi aucun dommage. Ben, juste en fait, l'État il te dit, bah, juste cette personne ne lui fait plus confiance, si tu veux, ou dégage cette personne de ta vie, mais l'État en fait il va pas aller sanctionner cette personne qui n'a pas tenu sa promesse, quoi. L'État en fait autorise que certaines sanctions soient appliquées par la population civile, comme lorsque tu ne respectes pas le règlement intérieur d'une association ou d'un club. L'association et le club ne sont pas en fait des organismes étatiques, peuvent te sanctionner ou te demander de partir. Ils n'ont juste pas le droit en fait de te sanctionner de manière à ce que tu subis des dommages, quoi. Mais ignorer ou ghoster quelqu'un, ou le sortir d'un club, bah, ce n'est pas un dommage. Aussi, en fait, il ne faut pas oublier ici qu'ici, en fait, Augien parle des institutions étatiques comme l'école. Il dit juste que l'école ne doit pas enseigner un savoir éthique plus qu'un autre. Il ne dit pas, en fait, à l'école de ne pas donner des cours sur la déontologie ou le contractualisme. Il dit que ces courants-là ne doivent pas être une doctrine officielle d'une institution. La seule, en fait, qui peut l'être, c'est la non-nuisance, parce que, justement, elle permet le pluralisme des valeurs et des doctrines. Si l'école rend officielle la déontologie comme doctrine de l'État, la non-nuisance ou l'utilitarisme deviennent impossibles à implémenter. Tandis que si c'est la non-nuisance qui est le principe officiel, les autres doctrines sont possibles. Les gens peuvent être déontologistes et utilitaristes ou contractualistes entre eux, s'ils le veulent. Et ils peuvent aussi se nuire, en fait, s'ils sont d'accord. L'État, quant à lui, n'est là que pour garantir cette pluralité des doctrines. Et c'est tout. Et concernant la deuxième critique, il ne va pas chercher en fait à prouver si le libéralisme politique est compatible ou pas avec le perfectionnisme. D'ailleurs, Augien a déjà montré dans les chapitres précédents que toutes les actions étatiques qu'on a mentionnées, accès à l'éducation, aux soins, la subvention culturelle, etc., sont toujours possibles sans le perfectionnisme. Ce que Raz en fait présente, c'est un peu la même thèse que Charles Taylor. C'est de la liberté positive. Et il comporte un risque de paternalisme énorme. Mais aussi, en fait,
mais aussi, en fait, il comporte aussi une erreur qui est la confusion entre deux types de perfectionnisme, qui est amoral et impolitique. Le perfectionnisme moral, en suivant en fait la définition qu'en donne Roberto Merrill dans la note 8, c'est la thèse que les jugements éthiques et moraux ont des croyances qui peuvent être vraies ou fausses, ce qui permet en fait d'inférer que certains styles de vie peuvent être jugés objectivement meilleurs que d'autres. Le perfectionnisme politique, lui, il dit qu'il est légitime que les décisions politiques puissent être justifiées à partir d'un perfectionnisme moral. Parce qu'il est objectif en fait que Cyrano de Bergerac est meilleur que les titres d'Aya Nakamura, il faut prendre des mesures politiques qui mettent en valeur la pièce de Rostand au lieu des tubes de Nakamura. L'erreur, c'est là-dedans, c'est croire que le perfectionnisme moral conduit nécessairement au perfectionnisme politique. Alors que non. Le simple fait en fait qu'un style de vie est objectivement meilleur ou plus excellent qu'un autre, ça ne signifie pas qu'il y a une obligation de l'État de le promouvoir lui et pas l'autre. Tant que les deux styles de vie ne font de mal à personne, il n'y a pas de raison d'en préférer l'un sur l'autre. C'est tout simplement ça en fait la neutralité de l'État. Ce n'est pas on ne fait la promotion d'aucune conception du bien. C'est en fait on ne fait pas la promotion d'une conception plus qu'une autre. Pour Augien, le libéralisme politique est perfectionniste seulement si on le prend comme liberté positive. Mais comme liberté négative, le perfectionnisme, il tombe automatiquement. Et cela en fait sans susciter les craintes que les critiques d'Augien soulèvent. En gros, il peut y avoir un libéralisme politique qui est anti-perfectionniste, qui ne fait pas la promotion de l'autonomie personnelle, mais sans mener à une paralysie de l'action étatique, ou conduire à des paradoxes et contradictions comme le soulève Raz, et sans se transformer en un cauchemar orwellien non plus. Parce qu'aussi, le défenseur du perfectionnisme disent que c'est par le perfectionnisme que l'homme peut se libérer de tout maître, y compris l'État. Les perfectionnistes, eux, ils vont dire que c'est les anti-perfectionnistes qui légitiment les dictatures parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que l'idéal de l'autonomie est objectivement meilleur que les autres. Donc, puisqu'ils ne veulent pas le promouvoir, alors les gens ne deviennent pas autonomes et c'est comme ça qu'ils deviennent dépendants de l'État et que celui-ci peut se transformer en dictature. Donc, ce qui nous évite le paternalisme et les ingérences de l'État, ça serait le perfectionnisme. Mais Augien dit que c'est bien le perfectionnisme qui justifie le mieux les ingérences de l'État dans nos vies. C'est plutôt en fait une conception anti-perfectionniste qui nous garantit la liberté et une protection contre le paternalisme et les ingérences de l'État dans nos vies, et ça normalement on l'a déjà démontré dans la première partie du livre. Du coup maintenant on retourne au projet de réintroduire la morale à l'école. Alors, on a vu que le projet de ramener la morale à l'école a des implications autoritaires et tyranniques, et c'est incompatible avec une société démocratique, laïque et pluraliste. Mais on a dit aussi que c'est un projet confus et incohérent. C'est ça en fait qu'on va maintenant voir. Les incohérences du projet du retour de la morale à l'école. Alors, comme on l'a dit, ce projet ne date pas d'hier. Ça remonte à 1882 avec les lois de Jules Ferry, qui était ministre de l'Éducation, et puis de l'instruction publique et des beaux-arts de la Troisième République. Donc là, un peu de contexte. En 1982, la laïcité arrive dans les écoles. L'école ne peut plus en fait enseigner la religion, elle devient indépendante de l'Église, et en gros, l'Église n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe, sur ce qu'on peut enseigner, sur ce qu'il faut enseigner aux élèves. À partir de là, c'est en fait l'État qui se charge du programme. Cependant, le fait d'avoir sorti tout enseignement religieux de l'école a soulevé des questions sur la qualité et le contenu de l'enseignement. L'Église ne se contentait pas d'apprendre aux enfants à lire, écrire et compter, mais elle ne se contentait pas non plus de leur apprendre des faits historiques. Elle était chargée de l'éducation morale des enfants. Plusieurs en fait ont dénoncé la laïcité parce que pour eux, faire sortir l'Église de l'école, c'est aussi retirer tout contenu moral de l'enseignement. C'est bien en fait que les gosses apprennent à lire et à compter et lasser leurs chaussures, mais l'école a aussi un rôle d'éduquer les enfants à être des individus moraux. Du coup, la neutralité de l'État, concernant la religion, était encore synonyme de neutralité éthique.
L'État était d'accord avec les critiques de la laïcité, qu'on a maintenant en fait un vide moral à combler, et donc du coup l'école aussi doit enseigner la morale. Si c'est plus l'Église qui s'en charge, c'est donc à l'État de s'en charger. Il doit proposer une instruction civique et morale, maintenant que la place de l'enseignement religieux dans les écoles publiques est vacante. C'est ce que Jules Ferry a tenté de faire avec sa circulaire du 17 novembre 1983, qui présentait en fait les conditions d'application de la loi du 28 mars de la même année, qui est introduire la morale dans l'école républicaine. Et selon lui, la religion n'est pas la seule à pouvoir fonder la morale. Les valeurs et la raison et les valeurs communes peuvent être un socle pour la morale tout autant que la religion. Ce qui était très reproché à la religion, c'est précisément son côté dogmatique. Elle avait la prétention que personne ne peut être une bonne personne sans elle, et donc il était hors de question de la questionner. N'essayez pas en fait d'être moral sans l'autorité du prêtre ou du curé, votre raison ne vous permettra pas d'être moral. Donc dans un contexte où le climat politique s'oriente vers l'idéal de l'autonomie, de la République, de la liberté, etc., cette démarche est devenue un peu obsolète. Vivre dans une république, c'est précisément renoncer à l'état de tutelle, c'est renoncer à la croyance que sans un dogme qui nous vient d'en haut, l'homme ne peut pas savoir ce qui est bon ou mauvais. Et ainsi, ce qui est compatible avec la République, c'est l'idée que l'homme peut trouver un fondement moral sans recours à des dogmes. C'est après tout ça la laïcité. C'est pourquoi en fait l'État doit être indépendant de la religion. Du coup, Ferry va dire que l'homme est capable d'être moral par la raison et par les valeurs communes indépendantes de la religion. Tout enseignement étatique dans l'école publique, va donc piocher dans ces deux éléments pour fournir l'enseignement moral tant convoité, la raison et les valeurs communes. De cette manière, l'État peut introduire un enseignement moral sans recours à la religion et ainsi maintenir la laïcité. Mais c'est là où les choses se compliquent. La loi de Jules Ferry pour introduire la morale à l'école était incohérente. Et les incohérences qu'on va voir, aucune tentative après Jules Ferry pour introduire la morale à l'école n'a pu les éviter. Les incohérences sont en fait le résultat d'une tension au sein même de son projet. Il y a des propositions dans la loi de Ferry qui en fait sont en complète contradiction, et aucune tentative n'a réussi à les résoudre. D'un côté, elle mettait en dehors du programme obligatoire l'enseignement de tout dogme particulier. D'un autre côté, elle plaçait au premier rang un enseignement moral et civique qui pouvait apparaître comme un dogme, puisqu'il affirmait un certain nombre de vérités morales premières que nul ne peut ignorer. Donc, selon Augien, le problème de la loi Ferry, c'est que d'un côté, elle dit qu'elle est en fait sans dogme, mais d'un autre côté, elle dit qu'il y a des vérités morales qu'on ne peut pas en fait remettre en question, qui sont juste évidentes. C'est ces valeurs communes qu'on ne sait pas trop sur quoi elles se basent, mais selon Ferry, elles sont intuitivement vraies. Mais il ne suffit pas de dire que X est une vérité première qu'on ne peut pas ignorer pour que ce ne soit pas un dogme en fait. Après tout, tous les dogmes se sont présentés comme des vérités premières, intuitives, qu'on ne peut pas ignorer ou remettre en question. Du coup, il dit « je n'ai pas de dogme » et en même temps, il dit qu'il détient des vérités évidentes, donc des dogmes. Ce qui peut en fait éviter d'être un dogme, ce n'est pas en fait ce qui est intuitif ou évident. Bien au contraire, c'est souvent ça un red flag. C'est le dogme en fait qui arrive à 100 à l'heure en fait. Lorsque Ferry parle du job de l'instituteur, il dit ceci. L'instituteur, en même temps qu'il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage et du calcul. Et il ajoutait, pour préciser ce qu'il entendait par morale, cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et que nous honorons tous de suivre dans les relations de la vie sans nous mettre en peine d'en discuter les bases philosophiques. Bon, là l'incohérence est juste grossièrement évidente. Ferry, ici il nous dit qu'il y a une morale antique qui est évidente et aussi universelle que le langage et les maths, et qui est transmise de génération en génération,
tellement évidente qu'on n'a pas besoin d'en discuter les bases philosophiques. Et ça, c'est pas censé être un dogme. Bon, alors déjà, n'importe qui connaît Jules Ferry sait que le type c'était un salaud, hein, surtout si vous êtes tunisien, congolais, malgache ou vietnamien. Hein. Ferry, c'était un colonialiste et un impérialiste assumé jusqu'au bout. Il a défendu l'expansion coloniale et a joué un rôle décisionnel dedans. C'est sous son gouvernement d'ailleurs que la Tunisie est devenue un protectorat français. C'est lui qui a initié la conquête du Congo, de Madagascar et du Vietnam. Et aujourd'hui, avec la rhétorique, et toujours avec la rhétorique, les races supérieures ont un devoir de civiliser les races inférieures. Aussi, Ferry, c'était un des plus gros oppresseurs de la Commune de Paris. Plutôt, c'est lui qui a encouragé Alphonse Thiers de détruire la Commune. Donc, vraiment, Jules Ferry, c'est la dernière personne à consulter quand il s'agit de morale. Sa morale à lui, elle dit, c'est elle en fait celle qui dit en fait qu'elle n'a aucun besoin d'être examinée philosophiquement parce qu'elle est universelle, c'est elle qui a justifié la colonisation, la torture des indigènes, l'assujettissement des femmes, l'esclavage, etc. Donc, même s'il s'est opposé à l'esclavage, et il était en fait pour l'éducation des femmes premièrement, sa position contre l'esclavage n'était pas parce qu'il considère que les hommes sont égaux, mais parce qu'il pensait que l'esclavage, ce n'est pas en fait la façon morale des races supérieures de gérer les races inférieures. Pour lui, en fait, le rapport moral entre les deux, ce n'est pas en fait que l'une réduise en esclavage l'autre, mais que l'une civilise l'autre. Donc la supériorité de l'une sur l'autre n'est pas remise en question, finalement. Et les actes que la France a commis envers les peuples colonisés, il n'y a absolument rien de moral dedans. Donc, juste avec les faits historiques, on voit que, non, déjà, sa morale, qu'il prenait pour acquise, aussi universelle que les maths et le langage, bah, il fallait en discuter les bases philosophiques parce que, putain, c'était un dogme. Donc, considérer qu'il y a des races supérieures et inférieures, et que l'une a le devoir moral de civiliser l'autre, c'est quoi à part un putain de dogme? Mais même si on met de côté en fait son idéologie coloniale, qui se basait sur cette bonne et antique morale, et on se limite juste au fait qu'il s'oppose à l'esclavage et l'assujettissement des femmes, à ces mots-là, ces mots-là en fait ont toujours été justifiés par cette même morale ancestrale. C'était la morale de nos pères qui a aussi justifié l'infériorité des femmes et des autres peuples. Ce n'était pas en fait la religion. Ferry en fait ce n'était pas que la religion, pardon. Ferry en fait peut dire que ce qui a causé ces erreurs, ce n'est pas la morale de nos pères, mais c'était le cléricalisme par exemple, hein, mais c'est juste faux. Hein. Du coup, Jules Ferry, qui combattait en fait le cléricalisme en France et qui voulait chasser des écoles, qui voulait chasser le cléricalisme des écoles sous prétexte qu'on ne doit pas enseigner de dogme aux enfants. En fait, lui, il enseignait une morale soi-disant rationnelle et évidente, mais qui a justifié des dogmes bien pires que ceux qu'enseignait l'Église. Donc, non, ces règles élémentaires que les enfants en fait doivent apprendre et appliquer dans la vie de tous les jours, dans leur rapport quotidien les uns avec les autres, ça reste des dogmes parce que ces règles, ce sont en fait des rapports racistes ou misogynes, quoi. L'idée que le blanc a un devoir moral de civiliser le noir, c'est aussi une règle que Ferry prend pour élémentaire, qu'elle va de soi, et donc il va traiter le noir comme un être inférieur à civiliser tout en croyant qu'il agit moralement envers lui. Enseigner la morale juste en prenant les valeurs communes, c'est juste en fait reproduire des mécanismes sociaux sans se demander si ces mécanismes sont justes. L'oppression des femmes se fait aussi par des hommes qui agissent moralement envers elles. Réduire en fait la femme à l'ange de la maison, par exemple, c'est moral selon la bonne et antique morale. Mais c'est de l'oppression et de la misogynie. Plusieurs hommes, par exemple, considèrent que leur devoir moral envers la femme, c'est de la traiter comme une princesse. Mais souvent, une princesse, c'est une enfant. C'est quelqu'un, en fait, qui ne peut rien faire, qui doit toujours dépendre de son gardien. Donc lui, il doit travailler pour elle, lui mettre un toit sur la tête, etc. Mais du coup, elle doit se plier à ses choix à lui. C'est lui qui décide quand elle peut sortir, avec qui, où aller vivre, lui imposer des obligations qui peuvent être même dénigrantes, etc. En d'autres termes, les valeurs communes dont parle Ferry, la morale qui prend comme évidente, universelle et élémentaire, et donc n'est pas un dogme, ne fait que reproduire les structures dominantes
les structures de domination, comme entre le blanc et le noir. Pour qu'il y ait une morale entre les deux, il faut que les deux en fait acceptent que l'un est supérieur et l'autre inférieur. Or, si on voulait être sérieux quand on parle de morale universelle, une morale qui justement cherche à briser ces structures de domination et de pouvoir et traiter en fait les uns vraiment comme des égaux, bah cette morale aura plus de chances d'être universelle que celle qui se base sur des valeurs communes sans la moindre réflexion. Du coup, si on doit résumer la position de Jules Ferry dans le cadre de l'éducation, son plan, c'est prouver qu'on peut avoir une instruction morale systématique fondée sur des valeurs communes d'une part, et le refus de tout dogme d'autre part. Les deux, selon lui, n'étaient pas du tout incompatibles. Mais, bon, tout ce que ça a donné, c'est une tentative de justifier l'ordre préétabli, mais non pas à travers la religion. Voilà. L'idéologie de Jules Ferry, c'est ça. L'ordre social, où il existe, il lui plaît, mais comme on ne peut plus le justifier par le dogme, parce que maintenant tout dogme perd toute crédibilité, bah, il faut trouver un autre moyen de lui voiler la face. Il faut essayer de prouver que l'ordre social peut se maintenir sans avoir recours au dogme, mais lorsque l'ordre social est injuste, bah, toute justification de cet ordre-là sera un dogme. Ferry, en fait, essaye de faire passer un dogme pour un enseignement non dogmatique. Comment, en fait, les valeurs communes ne sont pas dogmatiques? Parce qu'elles sont universelles, et c'est ça, le dogme. Le dogme, c'est... le dogme, en fait, c'est pas ces valeurs prescrites par Dieu. Le dogme, c'est aussi les valeurs, soi-disant, universelles. Tu ne peux pas avoir, en fait, les deux. Tu ne peux pas dire, on refuse tout dogme, mais on garde nos habitudes. Toute conversation qui refuse les dogmes ne peut pas avoir une conclusion prédéterminée. Ferry, en fait, espère qu'un enseignement qui rejette tout dogme arrivera, qu'avec un enseignement qui rejette tout dogme, on arrivera à un accord, à la conclusion que nos valeurs morales sont évidentes et qu'on ne peut pas les nier. Mais tu peux pas faire ça. Le refus du dogme ne te permet pas de mettre la conclusion a priori et t'attendre à ce que la discussion libre et non dogmatique arrivera à cette conclusion. Dans un programme qui se dit non dogmatique, il faut que l'ordre social prenne le risque d'être démonté et remis en question. Mais c'est ça le problème dans tous les projets similaires à Ferry. Tous les ministres de l'Éducation qui ont succédé Jules Ferry, tous se sont heurtés à la même incohérence. Comment enseigner ce qui ressemble à un dogme en demandant aux élèves de refuser tout dogme? Comment arriver à un accord sur des valeurs communes par la discussion libre, alors qu'une discussion vraiment libre a plus de chances d'aboutir à un désaccord raisonnable sur les valeurs, y compris sur celles de l'autonomie et de la pensée critique? Donc voilà, en fait, les ministres ont continué de nous faire chier avec ce projet de vouloir introduire la morale à l'école depuis 1883. Mais en 1970, ce projet a été enfin abandonné, ou du moins, c'est ce qu'on a cru. La raison pour laquelle ça a été abandonné, à part le désenchantement qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est parce que cette incohérence ne pouvait pas être résolue. Cependant, en fait, les réactionnaires, les conservateurs, et aujourd'hui ces anti-wokistes, ils critiquent cet abandon du projet. Pour eux, ce n'est pas l'incohérence du truc qui a causé cet abandon, mais c'est mai 68 et le postmodernisme. C'est la corruption des esprits de la pensée 68, c'est l'avènement du wokisme, c'est le relativisme moral. Pour les conservateurs, en fait, lorsqu'ils voient des vrais problèmes en société, pour eux, ces problèmes, c'est parce qu'on a arrêté de vouloir enseigner la morale à l'école. Si la société va mal, c'est parce qu'on a perdu cette bonne et antique morale. La rhétorique n'a pas changé depuis Ferry. Il y a une morale universelle et évidente, et le fait de ne pas l'enseigner à l'école va faire que la société va ensuite s'effondrer. Il y aura en fait de la décadence, il y aura plus de personnes qui ne cherchent pas à être bons, à respecter et honorer les valeurs universelles de leur père, et donc ça va être le chaos. Ce qu'on reproche souvent au wokisme d'ailleurs, c'est son prétendu relativisme. Toutes les valeurs sont valides, toutes les cultures se valent, et donc il n'y a plus de distinction entre la civilisation et la barbarie. C'est pour ça que vous avez de l'insécurité, l'ensauvagement et tout ça. Pour le conservateur, le wokiste, c'est quelqu'un qui dit que si vous avez
des émeutes, si vous avez des viols, des braquages, etc., on ne peut pas juger le coupable, sauf s'ils sont blancs, cis, hétéros. Parce que bien évidemment, lorsque le conservateur parle d'insécurité ou d'ensauvagement de la société, c'est toujours des minorités ethniques ou sexuelles qui sont visées. L'ensauvagement, c'est parce qu'en fait l'école n'enseigne plus les valeurs de la République, les valeurs communes aux nouveaux arrivants des cultures inférieures. Le postmodernisme a paralysé l'école. Il a rendu incapable de transmettre ses valeurs. Il n'a plus la capacité de dire à Wissam, ta culture ne vaut pas celle de Marianne, sinon c'est raciste. Et du coup, la culture de Wissam peut s'exprimer sans complexe maintenant. Et quand la culture de Wissam s'exprime, ça viole des fillettes, ça brûle des voitures, ça fait des braquages. Mais nous, par contre, les blancs civilisés, avec la morale universelle, nous, on doit se taire. C'est ça, en fait, la position du React. Le conservateur, le petersonien, voilà, celui qui commence à dire « c'est nous, les opprimés, maintenant ». Donc, c'est ça, en fait, son logiciel. Si on n'enseigne pas la morale à l'école, ce n'est pas parce que le projet est juste incohérent, non, et que ça a justifié des atrocités, non, c'est parce que mai 68 a corrompu les esprits. Maintenant, tout est relatif. Il n'y a plus de bien ou de mal, et donc tout le monde fait ce qu'il veut sans se soucier des autres. Si seulement on s'était tenu aux valeurs communes, si seulement, on ne serait pas dans ce pétrin. Alors, oui, c'est complètement débile, la suppression de la morale à l'école, c'était pour surmonter une incohérence, en fait, dans le programme de Ferry. À l'école, la morale a été remplacée par une instruction civique et un apprentissage citoyen, déjà. Il ne s'agit plus de transmettre, en fait, des valeurs comme l'affirme le petersonien à de neurones, plutôt, en fait, il s'agit d'un enseignement sur le juste. Les valeurs communes dont parle Ferry ne sont pas des valeurs du domaine du juste, mais du domaine du bien. Il ne s'agit pas des règles de la coexistence dans une société démocratique, mais des conceptions du bien personnel qui veulent se faire passer parfois pour des règles de coexistence. Par exemple, les règles de coexistence entre les races supérieures et inférieures. Ce sont des règles basées sur une certaine conception du bien personnel. Il y a un modèle idéal à atteindre pour l'individu. Les règles de coexistence ici, c'est prétendre que l'inférieur ne peut pas atteindre cet idéal et que c'est au supérieur de le civiliser. Toute règle d'existence qui suppose un rapport de force similaire est en fait une conception du bien personnel. Pour Augien, il faut seulement se contenter d'apprendre le juste, c'est-à-dire vraiment les règles de coexistence dans une société démocratique. Ceci veut dire qu'il faut respecter le fait qu'il y a plusieurs conceptions du bien, mais qu'ils sont tous du domaine du privé. Si vous pensez que la vie bonne, c'est d'avoir une certaine culture ou une certaine sexualité, c'est bien, on est content pour vous, mais voilà, c'est juste votre truc. Mais cette conception de vie bonne n'a pas à avoir le moindre pouvoir dans la coexistence entre les autres, sauf si ça vous motive à les traiter de manière juste. Si vous traitez les autres avec respect, que vous ne les oppressez pas, que vous ne participez pas à renforcer des stigmatisations contre eux, c'est ça en fait que l'école peut enseigner. Séparer le juste et le bien, ce qui relève des règles de coexistence dans une société démocratique, et les conceptions du bien personnel, se contenter d'enseigner les premiers à l'école publique et renvoyer les seconds à la sphère privée, permettrait de résoudre le conflit philosophique latent depuis la loi de 83. Donc on vient de voir que le projet de remettre la morale à l'école est autoritaire et incohérent. Mais on a dit qu'il est philosophiquement confus. C'est ce qu'on va voir maintenant avec la circulaire de 2011, celle de l'époque d'Augien. Donc en 2011, le ministre de l'Éducation, Péon ou Pellon, je crois que c'est Pellon, Vincent Pellon, ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, il a produit une circulaire qui, pour réintroduire la morale à l'école, avec les mêmes vieilles promesses que cette fois-ci, en fait, ça va être plus juste, ça va être plus efficace, plus ambitieux, et surtout ça va être beaucoup plus laïque que tous les autres projets précédents. Et donc ce programme se présente comme moins superficiel que les autres parce qu'il enseignerait la morale à toutes les classes jusqu'à la terminale, avec des examens notés comme n'importe quelle autre matière au programme. Et bien sûr, il est moins dogmatique parce que compatible avec la laïcité et la République.
Bien sûr, hein, si c'est laïque, c'est pas dogmatique, puisque les dogmes, hein, c'est le propre de la religion uniquement. Voilà. Mais surtout, selon le ministre, il n'y a aucun dogme dans ce programme parce qu'on va faire appel à la réflexion personnelle et au sens critique en général de l'élève. Donc, c'est un éternel retour, hein, comme Augien et Béguin le décrivent. On a beau montrer en fait les incohérences et les implications idéologiques du truc, ces circulaires ne disparaissent jamais. C'est pire que des cafards, putain. Toujours en fait les mêmes tentatives, encore et encore, de réintroduire la morale à l'école, et avec à chaque fois ce discours de « cette fois-ci, ça va être différent ». Bon, celui de Pellon, bon, je vais l'appeler Pellon en espérant que c'est comme ça. Donc celui de Pellon est différent, il est différent des autres, en ce sens que celui-ci en fait se veut sur toutes les classes jusqu'à la terminale. Parce que c'est pour ça en fait que les autres classes ont échoué, hein, que les autres programmes pardon ont échoué. Ils n'ont pas pris le problème au sérieux et donc ils n'ont pas assez injecté, hein, de morale au programme. Mais bon, rien ne semble montrer que la circulaire échappe aux difficultés de l'incohérence déjà présentes depuis Ferry. Selon Augien, il est tout aussi confus philosophiquement que les précédents. Alors ça veut dire quoi? Bon, déjà la circulaire de 2011, qui a été introduite, hein, par Luc Châtel, elle prétend se distinguer des autres en étant moins dogmatique. Mais comment? En fait, la circulaire change la définition de la morale. Tous ceux qui défendent l'idée du retour de la morale à l'école républicaine commencent par dire qu'elle n'est rien d'autre que l'apprentissage de la libre pensée. Alors voilà en fait, par morale à l'école, la circulaire veut dire libre pensée. Donc ça ne peut pas être dogmatique. Bon, déjà, hein, c'est de la sémantique niveau foutage de gueule, mais même si on accorde le bénéfice du doute, que c'est pas du foutage de gueule, bah, ça ne résout rien. Si tu veux enseigner la libre pensée, ben dis que tu veux enseigner la libre pensée. Pourquoi est-ce que tu veux utiliser le mot de morale quand on a le terme qui désigne la libre pensée? C'est la libre pensée. De plus, si c'est en fait la libre pensée qu'on veut enseigner par la morale, pourquoi en faire une matière à part? Il y a déjà en fait une matière qui enseigne la libre pensée. C'est la philosophie. La circulaire aurait été plus intéressante en proposant d'enseigner la philosophie à toutes les classes depuis le primaire et pas seulement la limiter au lycée. C'est ce que dit Augien. Si c'est la libre pensée que tu veux enseigner, des cours de philosophie générale suffisent. Sauf que c'est pas ça que veut la circulaire. Son but, c'est ce qu'on a déjà dit concernant Ferry. Ça cherche à justifier ou confirmer les intuitions morales les plus partagées ou celles partagées par la classe dominante et qui cherchent à les légitimer auprès de la population. Pour les ministres de l'Éducation depuis Ferry, il y a déjà des vérités préétablies et qui tombent bien, hein, parce que elles correspondent à nos intuitions, croyances, valeurs et opinions. Ils sont juste en fait convaincus déjà de leur morale et cherchent juste le moyen le plus efficace pour la légitimer, c'est-à-dire l'imposer. Pour eux, le but de l'esprit critique et de la libre pensée, c'est de légitimer leur morale pour qu'elle soit la seule morale légitime à avoir sans être accusée de dogmatisme. Augien écrit ceci, il dit « La réflexion, la pensée critique ne sont pas considérées comme des fins en soi, mais comme des moyens de découvrir des vérités morales, le bien, le juste, les valeurs communes pour nous arracher à l'ignorance morale, aux préjugés. » Alors, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Effectivement, faire de la réflexion juste pour la réflexion, ça peut être un peu bête. La libre pensée ou l'esprit critique, ça reste avant tout des moyens épistémologiques, ça reste une méthode d'arriver à un savoir. Et on estime que c'est la méthode la plus fiable, entre en fait arriver à une conclusion, à une connaissance par dogmatisme et arriver par pensée critique, le mieux c'est la deuxième option. C'est mieux en fait pour être sûr de sa connaissance, de l'avoir acquise par une réflexion libre et critique, que si en fait le truc t'est imposé sans pouvoir le questionner ou sans te poser la moindre question. Et en plus, surtout en termes de morale, dire qu'on a un moyen d'arriver à des vérités morales en s'arrachant aux préjugés, bah c'est ça qu'il faut. Si on va en fait parler de mon rapport aux autres, à la justice et même au bien, mon rapport à moi-même, à la vie bonne, quoi, le mieux pour tout le monde, c'est d'éviter les préjugés. Je vais en fait certainement agir de manière plus juste envers autrui,
si les vérités morales qui motivent mes actions sont issues de réflexions critiques plutôt que sur des dogmes et des préjugés. Et pareil pour le style de vie que je veux adopter pour moi-même. Je serai plus épanoui si ma conception de la vie bonne vient d'une libre pensée que de préjugés que je n'ai jamais en fait questionné ou examiné. Donc oui, réflexion. La réflexion, en fait, ça reste avant tout un moyen fiable d'arriver à une connaissance et même à un épanouissement. Le problème, c'est que dans le contexte de la morale à l'école, la libre pensée ne doit pas être un moyen. L'école, en fait, doit enseigner la libre pensée pour la libre pensée. Si la libre pensée est un moyen, en fait, c'est à toi de décider c'est un moyen envers quelle fin. Quand Augien dit que c'est un problème que l'école t'enseigne la libre pensée comme moyen, c'est pour dire en fait que l'école n'a pas à te donner la fin que tu dois trouver par ce moyen. Ne me dis pas que... ne me dis pas qu'est-ce que je suis censé trouver par la libre pensée. Ne me dis pas quelles sont les vérités morales auxquelles je suis censé arriver par ce moyen que tu me donnes. C'est ça en fait ce que critique Augien. Et c'est ça en fait que font tous les ministres depuis Ferry. Ils veulent orienter l'esprit critique pour qu'il ne sert à rien d'autre que justifier ce qu'ils veulent qu'il justifie. J'ai en fait une valeur morale que je considère comme vraie, et je veux que l'esprit critique confirme ça. De cette manière, en fait, je peux imposer ma valeur morale sans être taxé de dogmatique ou d'être biaisé ou d'avoir des préjugés. C'est ce qu'en fait les colonialistes à la Jules Ferry ont fait. C'est ce que tous les mecs toxiques qui te gaslight font. C'est ce que l'éducation nationale fait. Ils t'encouragent à utiliser la raison, l'esprit critique, la libre pensée, etc. mais pour que tu arrives aux conclusions qu'ils veulent. Pour un religieux, par exemple, l'esprit critique sert uniquement à prouver l'existence de Dieu, pas à la refuter. Pour le sexiste, ça sert à prouver qu'il y a des différences entre les sexes pour les hiérarchiser. Dire le contraire, c'est de l'ignorance morale ou des préjugés. Mais bon, hein, ça, c'est encore une fois le problème de la cohérence, c'est pas encore de la confusion philosophique. Mais on doit bien comprendre ce point de la cohérence avant de passer au suivant. Parce que c'est quoi vraiment le problème que la laïcité avait avec la religion? Ce n'est pas tant la vérité des valeurs communes, c'était en fait leur justification. Ferry, quand il parlait des valeurs communes, il en incluait quelques-unes qui peuvent vraiment être universelles ou qui sont vraiment partagées par la plupart des êtres humains, mais comme par exemple ne pas mentir, ne pas humilier, etc. Ce n'est pas en fait tout dans la bonne morale antique qui justifie l'esclavage ou l'asservissement des femmes ou même le colonialisme. Donc on peut admettre un certain fondamentalisme dans les règles morales, mais juste celles-là. On peut dire qu'il y a des règles qu'il faut toujours respecter et qui sont vraiment à tout temps, en mettant de côté celles qui sont clairement préfabriquées pour des raisons idéologiques, comme celles qui servent la colonisation et les valeurs du bien au lieu du juste. On trouve en fait d'autres règles et valeurs que toutes les sociétés peuvent partager et qui sont justes. Ce sont des règles de coexistence minimalistes qui sont notamment des règles de non-nuisance dont parle Augien. Même un connard comme Jules Ferry doit adhérer à l'universalisme des règles qui disent en fait qu'on ne doit pas nuire à autrui, au moins gratuitement. Donc ces règles-là, et donc on peut les prendre comme fondamentales. On peut dire que c'est ça que l'école devra enseigner. Sauf que le problème de la laïcité, c'était pas se mettre d'accord sur les règles et les valeurs communes. C'était en fait ce qui justifiait ces règles fondamentales. On sait en fait qu'elles sont vraies, mais c'est notre justification pour ces règles qui n'est pas très convaincante. Jusqu'ici, ces règles étaient justifiées par des commandements divins, par la religion. Il ne faut pas en fait tuer ou mentir parce que Dieu l'a interdit, point. Si tu retires Dieu, tu ne pourras plus justifier la véracité du commandement « tuer c'est mal ». La laïcité en fait n'était pas d'accord avec ça. Elle disait que tu peux justifier les règles qu'on prend pour acquises sans avoir recours à la religion. Et entre autres, en fait, parce que la justification par commandement n'est déjà pas une méthode fiable pour justifier ces règles. Les gens seront plus respectueux de ces règles s'ils en sont convaincus par la raison et la libre pensée, que parce qu'une figure d'autorité les leur impose. Donc, on a bien un problème philosophique ici, celui du lien entre les règles morales communes et leur justification. Ce que la laïcité nous dit, c'est qu'on peut
tous être d'accord sur ces règles communes, hein, tous d'accord qu'il ne faut pas tuer, mais en désaccord sur leur justification. Le religieux, il dit que c'est parce que Dieu l'interdit, le laïc dit c'est mal de tuer pour d'autres raisons. On peut proposer la raison, les sentiments naturels, la nécessité de l'évolution ou de la coopération, peu importe ce qui permet de justifier les règles morales communes sans recours à la religion, ben c'est ce qu'on appelle une morale laïque. C'est elle qu'on enseignera aux élèves, une morale laïque, comme dit Augien, ce serait tout simplement celle qui propose de justifier certaines règles morales communes sans faire référence au commandement divin. Et oui, on peut dire que cette morale laïque ne serait pas en conflit avec la religion, si la religion a eu aussi le commandement divin de trouver une morale laïque. Si Dieu en fait a donné le commandement « use de ta raison pour savoir ce qui est bien et mal », il n'y aurait pas besoin en fait de faire dégager la religion de l'enseignement. Ça nous aurait en fait pas pris des millénaires pour accepter qu'il y a d'autres justifications pour nos règles morales communes que la religion, mais bon, hein, aujourd'hui au moins, c'est largement accepté. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que dans la note 14, Augien il mentionne le livre du philosophe Derek Parfit, Persons and Reasons, et spécifiquement les pages 453 et 454, c'est là où Parfit parle du progrès dans les questions morales à la fin de la conclusion de son livre. Alors, pour un conservateur, la morale ne progresse pas, elle n'évolue pas. Comme Ferry, il parle d'une bonne antique morale, il y a une morale ancestrale et ne doit pas être elle doit être conservée. C'est une approche qui est d'ailleurs très influencée par la religion. Comme les religions affirment que le savoir moral ne peut provenir que de Dieu, c'est un savoir qui ne peut pas évoluer, mais qui doit toujours rester le même. Même lorsque les religions se succèdent, chacun affirme qu'elle ne fait que récupérer la vraie morale que les précédentes religions ont corrompue ou oubliée. Pour le conservateur, il peut y avoir du progrès en science, mais pas dans la morale. Donc, toute déviation de la morale ancestrale sera jugée comme une corruption, décadence ou absence de morale. Et selon Parfit, cette dépendance de la morale sur la religion, c'est la raison en fait pour laquelle le progrès en morale semble très rare. Qu'il nous a fallu en fait des millénaires pour se dire qu'il peut y avoir d'autres justifications à la morale à part la religion. Il dit en fait qu'il y a eu très peu de penseurs qui ont proposé des éthiques non religieuses, non-religious ethics en anglais, hein, donc des morales laïques. Il cite Bouddha, Confucius et quelques Grecs et Romains, puis David Hume et Sedgwick comme des philosophes qui pensent sur l'éthique indépendamment de la religion. Puis il dit hein, qu'après Sedgwick, on s'est mis à faire de la métaéthique. On se pose des questions sur le langage moral, sur son objectivité, mais on ne fait plus vraiment d'éthique non religieuse jusqu'aux années 60. Donc il dit que réfléchir sur l'éthique de manière laïque, c'est en fait très récent. C'est en fait la discipline, la plus jeune et donc le moins avancée par rapport aux autres disciplines qui s'étaient émancipées de l'autorité religieuse. Ce n'est donc que maintenant qu'on a osé vraiment remettre en question, remettre en cause les anciennes valeurs, puisqu'elles étaient toujours protégées par les autorités religieuses. Donc c'est déjà très bien qu'on a aujourd'hui accepté plusieurs nouvelles valeurs, comme l'égalité et la tolérance pour tout le monde, et surtout le principe de non-nuisance. Mais aussi, selon Parfit, le fait que les sciences morales sont encore à leur début, fait que c'est les sciences les plus importantes et les plus précieuses. Il dit, imagine les trois propositions suivantes. Situation de paix, puis guerre nucléaire qui tue 99% de l'humanité, et puis une autre guerre qui tue 100%. Il demande quel scénario sera le pire en termes de pertes. Quand on passe de 1 à 2 ou de 2 à 3, lequel est le pire? Pour Parfit, c'est quand on passe d'une perte de 99% à 100% qu'on a une perte plus importante qu'une perte de 0 à 99%. Et ce parce qu'il dit qu'il vaut mieux perdre 99% de l'humanité que 100% parce que le 1% qui reste, avec ce 1%, il y aura encore de l'espoir que la civilisation humaine va renaître. Du coup, perdre le 1%, et donc du coup les 100%, hein, c'est pire que perdre 99%.
Que ce soit en fait par l'utilitarisme, et vous dites que perdre le 1% réduit nos chances au bonheur à zéro, ou parce que vous estimez que les biens tels que les sciences, les arts, les progrès moraux, c'est ce qui donne de la valeur à la vie, sans l'humanité, ben on perd tout ça. Parfit dit que le progrès moral, c'est la valeur qui nous pousse à vouloir vivre dans des communautés justes. Donc perdre cette petite nouvelle discipline qui est encore à ses débuts, c'est comme perdre le 1% qui reste de l'humanité. On doit tenir en fait au progrès moral parce que c'est ça qui nous permet de croire en un monde juste. Du coup, voilà en fait pour Auger, en fait c'est une bonne nouvelle que les morales laïques sont acceptées aujourd'hui parce qu'elles ont une valeur très importante, plus importante que les morales religieuses, même si elles sont encore qu'à leur début, même si elles ne sont en fait elles sont dans une position qui est équivalente à ce 1% qui reste de l'humanité. Donc voilà, l'école voudrait nous sensibiliser à ça, à nous apprendre qu'on peut justifier nos règles communes par autre chose que la religion. Et on insiste encore une fois que ici les règles communes, c'est juste en fait les règles de coexistence, c'est les règles minimalistes, c'est juste la non-nuisance comme dit Auger. Sauf que c'est là où on voit la confusion philosophique de ce programme de réintroduire la morale à l'école. Il y a énormément de justifications non religieuses des règles communes. L'école, en fait, pour éviter tout dogmatisme, ne peut pas seulement enseigner les règles communes. Genre, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne violes pas, tu ne mens pas, tu n'humilies pas, etc. Si elle est présente juste comme ça, soit c'est du dogmatisme, soit c'est redondant parce que c'est des valeurs communes, justement. Elles sont transmises par nos pères, comme a dit Ferry, par notre famille, par notre entourage. On les connaît déjà en arrivant à l'école. Si on dit que ces règles n'ont pas à être justifiées parce qu'on les connaît tous et de manière en fait intuitive, bah pourquoi les enseigner à l'école dans ce cas-là? Donc ce que l'école va nous enseigner, bah, ça ne peut être que la justification de ces règles morales. Après 1983, les justifications ne sont plus religieuses. Elles doivent être non religieuses. Donc, ok, super, mais quelle justification non religieuse on va enseigner? Est-ce que l'école va choisir une et en faire sa justification officielle? Est-ce qu'elle va donner les justifications de Kant, les utilitaristes, Aristote, les évolutionnistes, Lévinas? Ainsi, en fait, l'école peut être dogmatique dans sa justification si elle en choisit une et en fait l'officielle. Si elle ne présente que les justifications kantiennes, mais ne propose pas les justifications utilitaristes de ces mêmes règles communes, c'est suspect. Ou alors, en fait, si elle présente Kant en disant que, voilà, enfin, Kant, quand même, c'est lui qui a juste, voilà, je te montre les utilitaristes, mais, voilà, enfin, sache que, voilà, enfin, on les accepte pas. Il dit donc Auger, l'école française, tellement influencée par la philosophie de Kant, pourrait-elle proposer un jour un enseignement utilitariste qui permettrait de justifier la torture en temps de guerre ou le clonage reproductif en cas de déficit démographique? Donc voilà, en fait, refuser de voir les autres justifications pour les règles et les valeurs communes, c'est tout aussi dogmatique que l'Église qui utilise que sa justification divine et interdit d'autres chemins que la sienne. Même si on dit, comme Ferry, que c'est la raison qui sera notre justification, ben pareil, la raison n'est pas un monolithe. Toutes les justifications philosophiques qui divergent sur ces points fondamentaux restent raisonnables. Il est absurde de dire que la déontologie est plus raisonnable que l'utilitarisme, ou que Aristote est plus raisonnable que Lévinas ou les évolutionnistes. Donc si au final l'école veut enseigner la morale de façon laïque et non dogmatique, bah, elle doit juste enseigner toutes les justifications rationnelles de l'éthique. En gros, en fait, elle doit donner des cours de philo. Donc, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que la morale à l'école tente de légitimer des règles morales dont la vérité est contestée. Quand on dit en fait légitimer, ce n'est pas dans le sens de donner des informations laissant à l'élève le choix d'en faire ce qu'il veut. Légitimer ici, c'est imposer de manière normative. On veut que l'élève adhère à ce qu'on lui enseigne et qu'il évite ce qu'on ne lui enseigne pas. On veut qu'il adopte un idéal alors que cet idéal-là n'est pas plus légitime qu'un autre et on le punit en fait s'il ne s'y colle pas en fait. Donc, si vous voulez faire passer ces règles morales pour des vérités, pour des raisons idéologiques, ben c'est des dogmes. Et en plus, vous défendez le juste et le bien.
Parce que oui, toute règle morale qui va au-delà de la non-nuisance n'est plus en fait du domaine du juste, et imposer toute règle au-delà de ce domaine, c'est du dogmatisme. On peut bien évidemment donner des théories du bien, mais on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas en faire en fait un truc officiel. Et deuxièmement, c'est que même parmi les règles morales dont la vérité n'est pas contestée, les justifications pour ces règles le sont. C'est-à-dire en fait, même si on va seulement se contenter des règles qui sont du domaine du juste, il y a plusieurs manières de les justifier qui sont tout aussi rationnelles les unes que les autres. C'est comme si en fait par exemple vous voulez justifier le véganisme mais uniquement par l'utilitarisme de Peter Singer, alors qu'il y a d'autres manières de justifier le véganisme. Vous pouvez le justifier par une morale kantienne, et cette justification sera tout aussi rationnelle que celle de Singer. Donc voilà en fait les problèmes de cette confusion philosophique. La morale à l'école, même si elle dit on va enseigner des justifications pour montrer qu'il ne s'agit pas de dogme, que la justification c'est de la pensée critique et de la libre pensée, elle peut quand même être un dogme. Quelle justification l'école va promouvoir? Est-ce que c'est le rôle de l'école républicaine de choisir là ou les justifications? C'est des questions en fait qu'on ne peut pas ignorer si on veut rester fidèle à l'idéal démocratique, laïque et pluraliste. Or, c'est précisément ce que la circulaire de 2011 ignore. Et on va lire quelques passages de la circulaire. Enfin, on va lire les passages qu'Augien nous procure, puisque selon lui, les circulaires donnent des instructions précises en matière d'éducation morale, et ces instructions montrent clairement toutes les limites des projets d'enseignement de la morale à l'école. Donc, voyons un peu ce qu'il y a dans la circulaire. Pour Augien, son contenu, il est problématique pour 3 raisons. Le caractère hétéroclite ou hétérogène des thèmes du programme, et leur orientation vers une conception de la morale qu'on n'est pas obligé d'accepter, et enfin, le côté rétrograde des recommandations pédagogiques qu'il va jusqu'à qualifier de canular. Donc, premièrement, les thèmes. Augien y cite la circulaire en disant « Les thèmes suivants, non hiérarchisés, peuvent donner lieu à un travail sur les maximes, les adages, les morales de fables, mais aussi la lecture des textes, la mise en situation, jeux de rôle, dilemmes moraux, etc. Ils peuvent être exploités en classe dans le respect des progressions mises en ligne sur EduSchool. 4 grands domaines sont ainsi proposés. L'introduction aux notions de morale, le bien et le mal, le vrai et le faux, la sanction et la réparation, le respect des règles, le courage, la loyauté, la franchise, le travail, le mérite individuel. Deuxièmement, le respect de soi, la dignité, l'honnêteté par rapport à soi-même, l'hygiène, le droit à l'intimité, l'image que je donne de moi-même en tant qu'être humain, la protection de soi. Troisièmement, la vie sociale et le respect des personnes, les droits et les devoirs, la liberté individuelle et ses limites, l'égalité des sexes des êtres humains, la politesse, la fraternité, la solidarité, l'excuse, la coopération, le respect, l'honnêteté vis-à-vis d'autrui, la justice, la tolérance, la maîtrise de soi, être maître de nos propos et de nos actes, la sécurité des autres. Quatrièmement, le respect des biens, le respect du bien d'autrui, le respect du bien public. Donc ça, c'est ce que la circulaire veut enseigner à l'école dans la matière éducation civique et morale. C'est les thèmes, voilà. Donc on a 4 thèmes globaux, introduction aux notions de morale, le respect de soi, la vie sociale et le respect des personnes, et puis il y a le respect des biens. Chacune de ces catégories a plusieurs thèmes, mais les choix de ces thèmes posent problème à Augien. Il les qualifie d'un bric-à-brac conceptuel. Les mecs ont juste en fait pris des thèmes de la vie courante et les ont foutus tous ensemble sans lien logique entre eux. Dans la même matière, en fait, les élèves doivent étudier l'hygiène et l'égalité des sexes, le vrai et le faux, et le travail, ou tous les autres thèmes, en fait. En fait, ce qui est frappant dans ce bric-à-brac, c'est qu'il semble que ceux, en fait, qui ont assemblé ces thèmes ne semblent pas tenir compte de la distinction entre notions ou valeurs morales et valeurs prudentielles. C'est exactement ce que reproche Augien à ses programmes. Les valeurs morales, c'est celles qui concernent mon rapport avec les autres. C'est ce qui est du domaine du juste. Certes,
La troisième et la quatrième catégorie correspondent au juste, puisque c'est des catégories où on parle de mon rapport à autrui. Mais même dans les thèmes en fait de ces catégories, il y a des thèmes qui peuvent nous laisser perplexes, comme en fait la maîtrise de soi. Ici, il précise que ça veut dire être maître de ses actes et de ses propos. Mais ça sert à quoi en fait de préciser ça? Si je respecte les autres, que je ne leur impose rien, que je ne les stigmatise pas, que je ne participe à aucune structure dominante ou ne tolère aucune structure qui les opprime, que je le fais en fait en étant maître de moi-même ou pas, ben je ne commets aucune faute morale, donc qu'est-ce que ça change? Il s'agirait en fait d'un thème qui correspond à une conception de la vie bonne ici. La circulaire suppose que je dois être maître de mes actes et de mes propos, mais pourquoi en fait on est tenu de l'être? Il y a une raison pour laquelle la circulaire l'inclut, et on verra ça dans un instant. Bon, déjà, Ogien nous dit qu'il faut distinguer les notions morales et les valeurs prudentielles. C'est les valeurs qu'on adopte pour avoir une vie bonne ou pour être épanoui. L'hygiène et la maîtrise de soi, ça c'est des valeurs bonnes pour soi. Si tu veux en fait une vie bonne, c'est mieux quand tu fais, c'est mieux de faire attention en fait à ton hygiène et à ta santé. Mais ici, c'est des thèmes qui dépendent de toi et non pas de ton rapport avec autrui. Et on peut en fait aller encore plus loin et distinguer des notions de l'instruction civique et celle de l'éducation morale. L'éducation morale, c'est aussi du rapport à soi dans le sens où on pourrait s'en foutre si quelqu'un est bon ou mauvais à l'intérieur tant qu'il nous traite avec civisme. L'éducation morale, ça peut en fait juste viser à façonner le caractère moral de la personne, mais ça ne va pas forcément être relié à comment je traite les autres. L'image que je donne de moi-même, ou si je suis honnête avec moi-même, si j'ai de la dignité en dehors de mes relations avec autrui, ben ça, c'est pas pertinent dans mes rapports avec autrui. Je peux être une crapule, je peux être un connard qui n'a pas en fait le sens des réalités, je peux m'inventer des vies, et tant que je traite les autres avec respect et civisme, ben l'école n'a pas à me dire tu dois être meilleur, tu dois être une meilleure version de toi-même en fait. Le respect en fait du bien public, l'égalité des sexes, la politesse, la justice, la tolérance, etc., toutes ces notions sont de l'instruction civique. Mais la dignité, l'honnêteté par rapport à soi-même, l'hygiène, l'image que je donne de moi-même en tant qu'être humain, ça c'est de l'éducation morale, mais dans le sens de rapport de soi à soi. Tout ce qui est inclus dans la catégorie respect de soi, tant que personne ne me cause de tort, et qu'on me traite avec civisme, toutes les notions incluses dans cette deuxième catégorie, elles me sont normalement accessibles. Ils sont en fait à la portée de la main, mais l'école ne peut pas me forcer de les prendre ou de les utiliser ou me pénaliser si je ne le fais pas. Le rôle de l'école, c'est l'instruction civique. C'est s'assurer que les gens se respectent pour qu'on puisse en fait tous choisir les vies qu'on veut mener, les valeurs en fait qu'on veut appliquer dans sa propre vie et existence. Donc voilà pour le côté un peu hétéroclite de la circulaire. Ça inclut des notions déjà épistémologiques, comme le vrai et le faux, dans des notions de morale, avec des notions prudentielles, et des confusions entre instruction civique et éducation morale. Mais on a dit aussi que cette sélection est idéologiquement orientée. Déjà, déjà juste en fait, avec ce qu'on vient de dire, on s'aperçoit vite fait que la circulaire est perfectionniste. Elle propose un idéal humain qu'elle veut en fait que les enfants adoptent. Genre voilà à quoi ressemble un humain parfaitement parfait moralement parlant, soit comme ça, soit maître de tes propos et de tes actes. Donc voyons en fait les problèmes avec cette orientation idéologique perfectionniste, à part en fait les confusions qu'on vient de montrer, le perfectionnisme présuppose toujours quelque chose. C'est que son modèle de perfection est toujours universel. La version idéale de l'homme qu'elle donne est valable pour tout le monde, en tout lieu et à tout moment. Elle est essentialisante en fait. Or, cette version est elle-même un produit de cette culture, d'une certaine société, à une époque donnée. Mais si elle admet son aspect contingent, alors elle ne serait plus crédible que les autres conceptions avec lesquelles elle est en compétition. Or, bien évidemment, cet idéal présente les intérêts d'une classe sociale qui veut préserver ses privilèges. Donc, elle doit tout faire pour que son idéal prime au-dessus des autres.
Prétendre que ces valeurs à elles sont universelles alors que ceux des autres sont contingents, c'est-à-dire en fait qui ne sont pas universels, quoi. Que les valeurs des autres, eux, ils dépendent de leur culture, etc., mais les valeurs universelles ne dépendent pas, ça, c'est sa technique favorite. Ogin écrit « Il serait plus juste, à mon avis, de les qualifier de valeurs sociales propres à certains groupes humains à certains moments de leur histoire que de valeurs morales à prétention universelle. En tout cas, si on tient à les faire passer pour des valeurs morales à prétention universelle, il faut le justifier. Ce n'est pas acquis d'avance car la glorification du travail et du mérite individuel a toujours été une cible de choix de la critique morale. » Et ainsi, en fait, elle va sélectionner les valeurs qui correspondent et favorisent ses intérêts. C'est pour ça, en fait, qu'on a la maîtrise de soi, des actes, de ses actes et de ses propos. C'est une valeur qui favorise l'idéologie du mérite et de la responsabilité individuelle. En relation, en fait, avec le chapitre précédent, et du point en fait, qu'on va bientôt aborder dans cette vidéo, dans ce chapitre, être le maître de ses propos et de ses actes, ça fait partie de la démarche pour justifier les inégalités économiques. Avec elle, en fait, s'ajoutent les valeurs comme le travail, le mérite individuel dans la liste. Ils sont en fait dans la première catégorie, dans l'introduction aux notions de morale. S'ils sont en fait inclus, selon Ogien, c'est aussi pour faire intérioriser des notions qui servent l'idéologie conservatrice chez les enfants. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui aime le travail et qui ne se plaint jamais de ce qui lui arrive parce qu'il assume ses choix. L'institution scolaire, selon lui, est organisée de manière à glorifier certaines valeurs qu'on juge utiles pour l'ordre social plutôt que celles qui peuvent le remettre en question. Il est très suspect, par exemple, que dans cette liste de notions morales, on inclut le travail, mais on n'inclut pas la paresse, on n'inclut pas l'oisiveté, on n'inclut pas les plaisirs. Alors que historiquement, c'est des notions qui ont été fondamentales dans la morale antique aussi. Les Grecs et les Romains étaient promoteurs de morale hédoniste, une morale du plaisir. Aristote prenait une vie bonne basée sur l'oisiveté, les épicuriens sur les plaisirs simples. Tous voyaient le travail comme un asservissement de l'homme, l'homme libre et autonome devrait éviter de travailler pour se consacrer aux activités de l'esprit et de la contemplation. Même si on trouve ça utopique ou naïf, pour un programme qui se veut non dogmatique et qui traite de notions morales, cet oubli d'une bonne partie de l'éthique antique est quand même très suspecte. Donc, pourquoi est-ce que le droit à la paresse et la valeur du plaisir ne peuvent pas aussi faire objet d'un enseignement public à l'école élémentaire? Ogien dit que c'est certes utopique compte tenu de l'organisation actuelle de l'école et de l'hégémonie dominante, mais si on veut être cohérent, il faut que ce programme moral à l'école inclue ces notions. S'il le refuse, c'est parce que c'est des notions qui ne l'arrangent pas, tout simplement. Il préfère une conception de la morale qui va dans son sens. Mais Ogien dit, comme Ogien le dit, il est important de garder à l'esprit l'idée que ces conceptions morales sont parfaitement défendables pour éviter de penser que le programme proposé par la circulaire du ministère représente dans tous les aspects une éthique universelle qui pourrait échapper à la controverse. Donc voilà pour les deux premières critiques de la circulaire. On peut maintenant passer à la catastrophe pédagogique que cette circulaire est. Alors, on a dit tout à l'heure que la circulaire, en disant qu'on enseigne la morale, elle voulait dire apprendre à l'élève à penser par lui-même. C'est la libre pensée, l'esprit critique, etc. Citation. Le but affiché du programme est de contribuer en général au développement moral de l'enfant, et plus précisément de lui permettre de se construire une conscience morale et un jugement par la réflexion collective et individuelle, un sens de la liberté individuelle, composante fondamentale de toute société démocratique. On retrouve en fait là le refrain classique de tous ceux qui défendent la morale laïque. Ce n'est pas en fait un dogme, c'est une construction de la raison, c'est seulement en fait permettre à l'enfant d'être libre, d'utiliser en fait son esprit critique et de construire une conscience, se construire une conscience morale. Ok, donc on veut que l'enfant réfléchisse et agisse de manière rationnelle. Il faut voir en fait si les instructions données par la circulaire peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif. Est-ce que l'enseignement de la morale laïque est approprié pour la construction de la raison d'une conscience ou d'une conscience morale, quoi. Ici, en fait, il faut voir comment la morale laïque est enseignée et si la manière de son enseignement est efficace pour atteindre son but.
Selon Ogien, pas du tout. Parce que la pédagogie prescrite, c'est juste de faire apprendre par cœur des maximes morales à l'enfant. La circulaire conseille aux enfants de faire apprendre, aux enseignants, de faire apprendre par cœur aux élèves des maximes lapidaires qui contiennent un enseignement moral car leur mémorisation est aisée. La maxime morale est présentée comme le support privilégié de la démarche pédagogique. Dans un document du ministère, la morale des fables de La Fontaine est même citée en exemple. Tel est pris qui croyait prendre, la méfiance est mère de la sûreté, patience et longueur de temps font plus de force, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, etc. Alors, on va revenir un petit peu sur le côté apprendre par cœur, mais déjà, le simple contenu de cet enseignement moral est problématique et soulève des questions. Si la large partie de cet enseignement c'est des fables, ben, on ne peut pas la prendre au sérieux. On ne peut pas prendre en fait cet enseignement au sérieux. La plupart des fables sont des domaines, des notions prudentielles justement. Ce sont juste des conseils de prudence personnelle. C'est des notions qui relèvent du bien et sont à distinguer des notions morales ou des notions du juste. Comme dit Ogien, si on tient à séparer morale et prudence personnelle, comme il est important de le faire, je crois, ces conseils ne devraient pas être inclus dans un cours de morale, sinon à titre d'exemple de ce à quoi il ne faut pas la réduire. Donc voilà déjà pour le contenu. Des fables qui offrent des conseils ou des maximes à mémoriser par cœur. Et le deuxième point maintenant, on a des maximes à apprendre par cœur parce qu'elles sont faciles à mémoriser. Et ces maximes sont les maximes qu'on trouve dans les fables de La Fontaine, et même le même en fait qui a écrit la fable de la cigale et la fourmi, où le moral, c'est de laisser la cigale crever. On a déjà vu ça en fait dans le chapitre précédent, avec les implications de la cigale et la fourmi, et comment en fait c'est une fable utilisée pour justifier les inégalités entre les riches et les pauvres, et ne devrait pas être en fait apprise par cœur. L'idée en fait qu'il faut apprendre par cœur comme moyen pédagogique, qui fait la promotion déjà de la libre pensée, de l'esprit critique, et qui ne veut pas se faire passer pour un enseignement dogmatique, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. La plupart des maximes de La Fontaine doivent être examinées et questionnées plutôt. On ne peut pas en fait les prendre comme des vérités révélées qu'il faut apprendre par cœur. C'est ça qui est dogmatique et même archaïque. C'est quoi en fait? En quoi en fait c'est différent de l'enseignement religieux qui t'autorise en fait à réfléchir qu'une fois que tu as appris par cœur la Bible ou le Coran? Une fois que ça y est, c'est imprimé dans ta tête, là tu peux faire ta réflexion. Une fois qu'on est rassuré que tu ne vas pas utiliser ta réflexion pour remettre en question ce qu'on t'a fait apprendre par cœur, là vas-y tu peux utiliser ta réflexion. Donc on a ici exactement un enseignement dogmatique qui veut se faire passer pour laïque et qui veut se faire passer pour démocratique. On te dit voilà la vérité, tu la mémorises et tu utilises ta réflexion que dans la limite de cette vérité, ou pour mieux la justifier. C'est une méthode archaïque, c'est une pédagogie dépassée et incompatible avec son temps. Si on veut plutôt vivre dans des sociétés démocratiques, laïques et pluralistes, les pédagogies du « apprends par cœur » sont complètement obsolètes. Si on veut que l'enfant en fait développe une réflexion individuelle et collective, qu'il pense par lui-même et avec les autres, et qu'il trouve un sens en fait de liberté individuelle, qui est en fait la composante fondamentale de toute société démocratique, et qu'on espère en fait que cette réflexion sera le moyen pour l'enfant de se construire une conscience morale, le par cœur n'est pas ce qu'on propose de mieux. C'est une critique qui a déjà été émise par plusieurs spécialistes de l'éducation et des syndicats des enseignants, parmi eux Christian Chevalier, secrétaire général du syndicat des enseignants, le SU-UNSA, et aussi par Sébastien Cyr, qui est secrétaire général du NSUIP, FSU. Ce sont des syndicats ce sont des syndicats de l'enseignement. Voilà, j'ai toujours du mal en fait avec leurs acronymes à ceux-là parce qu'ils sont tellement... bref. Donc, Christian Chevalier et Sébastien Cyr qui sont
qui sont en fait secrétaire général du syndicat des enseignants et le secrétaire général du premier syndicat de l'enseignement dans le primaire. Donc, eux déjà, ils disent clairement que si on va faire l'éducation civique et morale des enfants, cette éducation, selon eux, et citation d'Ogien, donnera de meilleurs résultats si elle est une préoccupation constante et si elle est pratiquée tout au long de la journée, dans la cour d'école, en classe, en prenant des exemples du quotidien plutôt qu'en mémorisant des maximes d'une autre époque. Voilà, en fait, les deux dénoncent le côté rétrograde de la circulaire et la rhétorique de Châtel qui veut présenter son idée comme neuve et innovante, qu'elle en fait simplifie même tout enseignement moral, en fait. Puisque l'enseignement se fera principalement par la mémorisation de maximes et que la morale y est souvent définie à plusieurs reprises comme la distinction entre le bien et le mal, on a une simplification du sujet qui réduit la morale à juste un enseignement catéchiste ou manichéen. Chevalier insiste là-dessus, en fait. On ne peut plus, en fait, comprendre la morale d'une manière aussi binaire, qu'il y a, en fait, le bien d'un côté et le mal de l'autre, qu'il y a des gentils et des méchants. Et les gentils, c'est ceux, en fait, qui apprennent leur maxime par cœur. Donc, c'est pas du tout approprié pour l'époque contemporaine, où on comprend, en fait, un peu mieux la complexité des choix moraux, et où on veut vivre dans des sociétés pluralistes. Donc même si on dit qu'il faut un enseignement moral à l'école, cet enseignement doit être adapté à son époque, et pas à une époque ancienne et révolue. La référence dans la note 21, c'est une tribune sur France 24 du 2 septembre 2011, et je vous cite Cyr ici, de cette tribune, il dit « Le rôle du ministre de l'Éducation n'est pas de regarder dans un rétroviseur, mais plutôt vers l'avant pour mieux éduquer les élèves à leur avenir. » On va s'arrêter là. On est à la moitié en fait du chapitre. La semaine prochaine, on va terminer en fait ce chapitre sur l'éternel morale, sur l'éternel retour de la morale à l'école. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, en fait, on va voir vraiment en fait ce côté de comment est-ce que la morale, finalement, c'est une guerre aux pauvres. Voilà, le prochain chapitre, la prochaine partie du chapitre, ça va être ça, la guerre aux pauvres continue. Et donc, on va voir en fait comment est-ce qu'elle est utilisée pour justifier les inégalités, pour faire culpabiliser les pauvres, etc. Et donc, voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour lire la suite. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça très intéressant. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche, le petit commentaire.